Recherche produit, c'est 90% de votre succès. Les gens qui n'ont pas d'argent, c'est les clients les plus chiants du monde. Si tu vends un bout de plastique AliExpress, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de valeur. Dès que tu as un contenu qui fonctionne, tu refais la même chose. Faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en e-commerce en un an, c'est un peu trop long. Ne cherche pas à être différent sur absolument tout. ChatGPT est pour moi la meilleure méthode de recherche produit qui existe. Les marques qui font beaucoup de millions, il y a des choses qui se ressemblent. À chaque fois, faire une offre avec 3 offres. Petite présentation. Tac, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, moi, je vais prendre une étude de cas d'élèves que j'ai accompagnés et je vais vous expliquer comment on a créé une marque qui passait de 0 à 15 000 €. Je ne vais pas vous apprendre, bon, vous avez compris la DA, je ne vais pas vous apprendre à avoir des Rolex ou des Lamborghini aujourd'hui. Par contre, je vais vous apprendre à comment créer une marque e-commerce qui va vous permettre déjà de vous verser un salaire, de vivre en tout cas de ce business-là. Moi, je vais vous présenter comment créer votre première marque e-commerce à succès step by step. On va voir tous les piliers, on va voir toutes les étapes, on va prendre des exemples concrets. Ça va durer à peu près 45 minutes, je pense. Le but, c'est d'être le plus clair possible, donc je vais prendre le temps qu'il faut. Bilal, une personne de mon équipe, un coach, va vous présenter, et en tout cas, il va analyser le tunnel de The Hoodie. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent The Hoodie? Ok. The Hoodie, marque de David Fogacci, qui fait 850 millions de dollars en l'espace de quelques années, l'un des e-commerçants les plus riches de la planète, l'une des plus grosses fortunes d'Australie, entièrement, majoritairement créée grâce à l'e-commerce. On va présenter le tunnel de vente étape par étape de la marque qui lui a permis de générer autant de fortune. Ensuite, on répond à toutes vos questions. Faites pas les timides. Si vous avez des questions, posez-les, levez la main à la fin de cette présentation. Je ferai la mienne. Ensuite, je réponds à toutes vos questions par rapport à ma présentation. Bilal fait la sienne dans la foulée et ensuite, il répondra à toutes vos questions. C'est OK? Ensuite, on fait une pause et après, on attaque les ateliers l'après-midi. Le but, c'est de vous aider. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? OK, parfait. Alors, on va commencer par une image créée par ChatGPT. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il est en train de me faire. J'aime bien cette image parce que elle illustre assez bien finalement quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de vendeurs de rêves, il y a énormément de méthodes de business potentielles que tu peux lancer. OnlyFans, crypto-monnaie, e-commerce. Et en vrai, quand on a tous envie de se lancer, nous tous, on y est passé. On a envie de changer notre life. On a envie de quitter nos tafs respectifs pour ceux qui en ont un, on a envie de quitter nos études et pas être salarié toute sa vie. Du coup, on essaie de trouver des solutions. Et très souvent, tu te retrouves sur une porte qui est un peu comme ça, devant une porte qui est un peu comme ça, parce que beaucoup trop d'infos, beaucoup trop de choses, d'opportunités à disposition, donc tu sais pas trop laquelle saisir. Le but, justement, c'est on va décortiquer step by step comment rentrer dans cette porte-là dans le business de l'e-commerce, pour pas qu'il y ait un flux d'informations beaucoup trop gros et qu'à la fin, vous partez de cet événement et finalement, c'est encore brouillon et vous savez pas trop par où passer, quelle étape réaliser. Le but, c'est que ça soit le plus clair possible, step by step, encore une fois. Alors, première chose, on va parler mindset, on va parler organisation. Le but, c'est que vous atteigniez vos objectifs les plus rapidement possible. Et pour ça, on va respecter 4 règles que je respecte au quotidien depuis maintenant 8 ans. Le premier jour où j'ai commencé le dropshipping. Et ces 4 règles, elles sont très simples et la majorité, vous les connaissez, mais malheureusement, vous ne les mettez pas en place. C'est-à-dire qu'on sait exactement qu'il faut faire un plan, une structure, mais on ne le fait pas. On sait qu'il faut respecter des to-do list, mais vous ne les respectez pas. En tout cas, bon, je ne vous mets pas l'arme sur la tempe, mais la majorité des fois, les to-do list ne sont pas remplis. On sait qu'il faut respecter des deadlines, on ne les respecte pas. Et en fait, c'est le fait que tu ne respectes pas ton plan, forcément, à un moment donné, tu ne vas pas réussir à atteindre tes objectifs. Donc, on va voir comment se fixer un plan, comment faire le point là-dessus, comment se fixer une to-do. Je vais vous expliquer comment moi, j'organise mes journées en tant qu'e-commerçant pour vous expliquer tout ça et que ça soit le plus clair et ensuite que vous repartez avec toute cette value directement. Alors, règle numéro 1, décortiquez votre semaine type, que vous soyez étudiant ou que vous soyez dans un taf respectif ou peu importe dans tous les cas votre situation. Ce qu'il faut que tu fasses avant même de te lancer, avant même de regarder les méthodes à suivre ou quoi que ce soit, tu décortiques ta semaine, c'est-à-dire tu poses du lundi au dimanche tous les blocs de temps finalement que tu as. Même dormir, c'est un bloc de temps, tu le mets, ce bloc de temps-là. Donc tu prends de minuit lundi, hop là, excusez-moi, tu prends de minuit dimanche jusqu'à minuit du dimanche de la semaine pro, tu regardes tous les blocs de temps, tu les mets, que ça soit 8h de 23h à 7h du matin, que ça soit de 7h à 8h me préparer pour aller au taf ou à l'étude, que ça soit de 7h du matin à 9h pour aller au boulot, peu importe, tu mets tous les blocs de temps que tu peux avoir. Dès que tu as ces blocs de temps, tu verras qu'il y aura des trous dans ta semaine, des trous où tu fais rien. Ce temps libre-là, tu vas l'utiliser finalement pour commencer ton business et en fait, tu n'auras pas d'excuses.
Parce que justement, tu sais que tu as de 17h à 18h le lundi, tu as du temps libre. Donc pas le temps à la dopamine facile, à fumer une clope ou à aller scroller sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Tu sais que tu as un bloc de temps que tu vas dédier à l'e-commerce, mais avant même de commencer ton aventure. Parce que j'en connais certains ici, je vais pas dire les blazes, mais qui trouvent pas mal d'excuses finalement quand il y a des blocs de temps qui sont libres pour pas bosser. Donc là, finalement, ça laisse place à aucune excuse. Tu sais que de telle heure à telle heure, tel jour, tu es là pour bosser. Et c'est ce temps qui va être consacré justement à ton business. Dès que tu as fait ton bloc de temps, que tu sais tes disponibilités chaque jour, de chaque semaine, tu vas décider d'un objectif et d'une deadline. Il y a une phrase d'Elon Musk, il y a à peu près 3-4 mois, qui a retourné les réseaux sociaux, et peut-être que la majorité d'entre vous l'avez entendu, c'est prends tes objectifs sur 10 ans et essaye de les réaliser en 90 jours. Et il y a de grandes chances que peut-être tu vas pas y arriver, mais en tout cas tu vas te choquer parce que tu vas voir ton plein potentiel. Par contre, joue le jeu. C'est-à-dire que tes objectifs que tu as envie, qui sont long terme, que tu veux réaliser en 3 mois, essaye de mettre en place les inputs, les tâches à disposition pour y arriver. Donc toujours être ambitieux dans les objectifs que vous fixez et surtout toujours vous fixer un objectif. Sinon, tu avances, mais il n'y a pas de quête, il n'y a pas de destination finale, donc ça ne sert à rien. Donc toujours se placer un objectif ambitieux. Exemple, tu démarres de zéro, faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en 90 jours. Et on s'en fout que tu y arrives ou tu n'y arrives pas. On va tout faire pour y arriver, mais au moins tu as un objectif, tu as une destination finale. Une fois que tu as ton objectif qui est ambitieux, tu vas mettre en place une deadline aussi qui est ambitieuse. Faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois en e-commerce en 1 an, c'est un peu trop long. Et en fait, tu sais que tu auras le temps pour l'atteindre. Du coup, tu vas trouver des excuses durant le chemin pour justement te dire « Oh, c'est bon, de toute façon, j'ai 1 an, donc au calme. » Non, là, l'objectif, c'est, par exemple, faire 10 000 € de chiffre d'affaires en e-commerce en l'espace de 90 jours. La deadline doit être ambitieuse, l'objectif doit être ambitieux pour que finalement, au quotidien, tu crées de l'énergie et tu suis la to-do list qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là. Objectif ambitieux, deadline ambitieuse. Et au moins, tu verras, en 1 an, tu arrives à faire des choses que tu n'arrivais même pas à faire en l'espace de 5 ans, avec cette mentalité. Troisième règle ultra importante, enlevez la dopamine facile de votre life, durant surtout un certain moment, histoire de vous habituer. Ça aussi, je pense que vous l'avez déjà entendu. Je sais pas, peut-être reprenez-moi si j'ai pas la data exacte. 21 jours d'affilée pour commencer à avoir une habitude à suivre, c'est ça? Donc pendant 21 jours, si tu suis une habitude, après elle est ancrée, il y a de grandes chances que justement tu la fasses, c'est la routine, c'est-à-dire tu vas la faire sans même y penser. L'objectif quand tu démarres un projet, c'est que cette dopamine facile, elle te prend de l'énergie, elle te prend du temps. Et en fait, tu peux te dire, ouais, mais fumer une clope, ça me prend 5 minutes, sauf que 5 minutes x 4 dans une journée, ça fait 20 minutes. À la semaine, tu fais 20 x 7, tu parles en heures. Et sauf que ces heures-là, si tu les mettais sur ton business toutes les semaines, tous les mois, les résultats que tu pourrais avoir en 1 an, ils seraient insane. Donc, t'enlèves toute la dopamine facile de ta life. Quand tu scrolles sur les réseaux sociaux, t'arrêtes et tu vas bosser sur ton business parce que c'est pas ça qui va te faire avancer vers ton objectif. Tout ce qui est post-club pour les fumeurs, t'arrêtes. Même si je sais que c'est pas facile, mais t'essayes d'arrêter. Et de toute façon, l'objectif là de cette présentation, c'est pas de repartir exactement en respectant tout ce que je vous dis. C'est de prendre conscience. Moi, j'ai juste envie de vous planter une graine dans votre crâne là avec cette présentation pour que lorsque vous allez scroller sur les réseaux sociaux, ben juste vous prenez conscience que putain merde, faut pas que je scrolle, c'est quoi, j'arrête. Donc au début, tu vas quand même tomber dans le piège, mais le but c'est de prendre conscience pour rapidement arrêter ce piège-là et bosser sur ton business. Ça paraît être nul. Hop là, excusez-moi, je suis en train de vous faire des disclaimers. Mais justement, la dopamine facile, ça paraît nul et ça n'a pas un énorme impact pour vous, mais quand tu la mets en place, tu vas voir les résultats que tu vas atteindre avec du recul. Tu vas avancer beaucoup plus vite. Dernière règle, numéro 4, l'organisation. Il faut avoir une organisation en béton. Moi, je vous dévoile tout simplement, elle est ultra simple. C'est mon organisation du quotidien. Donc, je me mets des objectifs ultra ambitieux. Par exemple, je sais pas, je fais 30 000 € par mois de chiffre d'affaires avec une marque e-com. Ben, vas-y, viens, on essaye de faire 100 000 € par mois en l'espace de 90 jours. Et peut-être qu'on va pas y arriver, mais viens, on fait tout pour y arriver. Donc, finalement, on met toutes les règles que je suis en train de vous dire en place. L'organisation, c'est finalement c'est la pierre angulaire, c'est la ligne directrice finalement de ton développement et de ton avancée. Tu as ton objectif final, tu vas créer toutes les étapes par lesquelles tu vas devoir passer pour arriver à cet objectif final. Pour chaque étape, tu vas te mettre une to-do list à suivre, c'est-à-dire une liste de tâches à effectuer. Si cette liste de tâches est effectuée, tu vas réussir cette étape-là et tu vas pouvoir la valider et passer à la prochaine. Dans cette to-do list, tu as des tâches qui sont importantes, t'en as qui sont pas importantes. Tu as des tâches qui sont urgentes, t'en as d'autres qui sont pas urgentes, et t'en as qui ont un énorme impact sur le développement de ton business, et t'en as pas du tout. Le piège dans lequel tombe la majorité des débutants, et je vous ai pour la majorité eu en coaching, je sais que vous avez une liste de tâches, sauf que vous prenez pas conscience de l'importance des tâches et vous faites juste quelque chose qui vous fait plaisir. Et il y a des tâches qui sont cool à faire dans le business, tu prends du plaisir à les faire, mais par contre, elles n'ont pas un énorme impact dans la performance de ton business. Exemple, redesigner ton logo.
Cool, mais c'est pas ça qui va te faire passer de 10 000 à 50 000. Par contre, créer du content, il y en a très peu qui mettent beaucoup d'énergie là-dessus, mais c'est ça qui va te faire passer de 10 000 à 50 000, exemple. Donc, prends conscience que c'est pas parce que t'aimes des tâches qu'il faut passer du temps dessus, c'est que tu priorises les tâches avec objectivité, de ce qui est important, ce qui est pas important, en termes de performance. Ce qui est important, c'est ultra urgent, c'est-à-dire dès que tu te lèves, la première chose que tu fais, c'est bouffer ces tâches-là. Et l'objectif, c'est vraiment de bouffer toute ta to-do list tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, pendant la deadline que tu t'es mis, pour avoir aucun regret. Donc, tu classes finalement par ordre d'importance chacune des to-do list et tu te mets une deadline. C'est-à-dire que, par exemple, finir ton site, si tu te mets pas de deadline, tu vas prendre 2 semaines à finir ton site. Je sais que la majorité des gens, vous vous reconnaissez là-dedans. Par contre, si tu te dis comme quoi tu as 72 heures pour finir ton site, et tu dors pas tant que ton site n'est pas fini, c'est-à-dire tu passes pas à l'étape suivante, tu fais rien de ta life, en fait. Si cette to-do list, elle est pas respectée, tu vas tout donner. Et c'est là où, justement, tu vas exploiter ton plein potentiel, finalement. Donc, to-do list, ordre de priorité, et ensuite, on met une deadline, justement, à respecter. Et tu passes pas à l'étape suivante tant que t'as pas respecté la deadline, et tant que t'as pas réalisé ces to-do list. Donc, organisation béton, faire un point sur sa semaine, avoir des objectifs et une deadline ambitieuse et arrêter la dopamine facile. Tu mets ces 4 règles en place, déjà, tu es meilleur que 90% des débutants en e-commerce qui ont pris conscience de aucune de ces règles-là. En tout cas, qui les mettent pas en place. Encore une fois, après, moi, je vous transmets de la valeur, je vous transmets des infos que je mets en place au quotidien dans mes business. Vous les mettez en place ou pas. C'est ça qui va créer la différence dans tous vos résultats chacun. Là, vous êtes 20 à peu près devant moi. Je pense que la majorité, il y a de grandes chances que si jamais vous mettez pas ça en place, vous ayez pas de résultats. Pourtant, vous avez tout à disposition. Donc, le but, c'est de repartir, prendre des notes. Et ça, on s'y tient. Dès demain, vous mettez ça en place dans votre business. Donc ça, c'est niveau mindset et organisation. Et je réponds aux questions à la fin. Deep Work, il y en a qui le connaissent. Il y en a qui ont acheté le livre. Je vous conseille directement de le prendre. L'un des livres qui m'a mis la plus grosse start dans le business, il y en a plusieurs, influence et manipulation, etc. Mais lui, il va vous aider à être ultra efficace, à être ultra concentré et à gagner du temps quand vous créez un business. Le deep work, pour ceux qui ne connaissent pas, si jamais, tu te mets un bloc de temps, tu focuses ton business, tu te poses sur une chaise, tu bouges pas tes fesses de la chaise tant que tu n'as pas fini ce bloc de temps-là. Tu mets un timer, par exemple de 45 minutes, tu respectes ce timer. Tant que le timer n'a pas sonné, tu continues de bosser. Dès qu'il a sonné, tu arrêtes ce timer, tu arrêtes ce que tu es en train de faire, tu arrêtes le mot que tu es en train d'écrire, tu mets un timer de 15 minutes pour faire une petite pause, tu fais rien sur ton business et ensuite tu reviens et tu fais ça justement des cycles, 2, 3, 4, 5, suivant le temps que tu peux accorder à ton business par jour. Dans le deep work, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il peut pas être ultra focus pendant 3-4 heures d'affilée. C'est pas possible. En tout cas, à un niveau de concentration maximale, il ne peut pas. Et on a tous ici des moments de la journée où on est plus productif que d'autres. Il y en a, ça peut être le soir. Il y en a, ça peut être le matin. Il y en a, ça peut être l'après-midi. Il y en a, ça peut être juste pendant un bloc de temps de 13 à 15 heures. L'objectif, c'est justement de savoir quand est-ce que tu es productif, de focus la productivité et les tâches que tu dois réaliser pendant ce bloc de temps-là avec des deep work. Et en fait, là, tu es juste en train d'empiler le maximum de performance que tu pourrais exploiter avec ton business. Donc Deep Work, je vous conseille de lire, ça coûte 10 balles, alors même pas. Et honnêtement, ça va vous changer la life dans votre business et même dans tout, dans votre vie pour être ultra concentré quand vous entreprenez quelque chose. Ok, maintenant, let's go. On va passer sur les fondations de la création d'une marque à succès. Je sais que la majorité, vous connaissez déjà ça. Il y en a qui sont dans l'accompagnement. Il y en a qui, je pense, me suivent sur les réseaux. Ça serait assez bizarre que tu viennes me voir ici alors que tu me suis même pas sur les réseaux, mais je pense que vous connaissez ça. J'ai fait des masterclass sur YouTube. J'ai fait des vidéos là-dessus, sur toutes les étapes que moi je suis quand je crée un business depuis maintenant quelques années, toutes les étapes par lesquelles passent les élèves qui ont du résultat et d'autres qui vont en avoir. Maintenant, je vais aborder finalement, je vais avoir une approche de toutes ces étapes-là qui va pas être ennuyante pour la majorité des gens d'entre vous qui avaient déjà vu mes vidéos YouTube, puisque on va directement prendre l'étude de cas d'élèves que vous connaissez peut-être. Cinésie, Jules et Joanne, un couple que j'ai pu accompagner, j'ai fait une interview avec eux sur YouTube où ils expliquent tout leur parcours de A à Z qui est à la fois touchant et à la fois fort en termes de motivation. Donc ça peut vous plaire, même si c'est un couple, si tu es solo dans ton aventure, ça va te plaire la valeur qu'il y a dans cette vidéo. Donc non seulement je te conseille de la voir, mais on va voir step by step comment on a créé le projet parce qu'ils ont démarré très loin et ils ont traversé un nombre de galères que vraiment je vous ne souhaite vraiment pas dans votre business. Et finalement, ils ont réussi à générer plus de 50 000 € de chiffre d'affaires avec une belle courbe, finalement, en l'espace de quelques mois. Et ils vivent de leur business. À l'heure actuelle, ils sont expatriés en Thaïlande, ils viennent de Suisse, et ils kiffent leur life, ils se versent à peu près, pour ceux qui veulent les détails, 2 500 € par mois. Donc c'est plutôt cool. Et ils font entre 10, enfin à l'heure actuelle, parce que ça fait que de monter, ils font, là comme vous pouvez voir, à peu près entre 10 et 15 000 € de chiffre d'affaires par mois, avec des problématiques tous les matins qu'ils doivent régler.
Donc voilà, on va voir comment on a créé le business de A à Z parce que j'ai pu les accompagner quand ils étaient à 0. Dès qu'on a commencé, tac, recherche produit, l'étape que vous détestez le plus. En tout cas, je pense top 3 des étapes que les gens détestent le plus parce que ça peut devenir le bordel, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. J'ai acheté finalement moi le programme de David Fogacci qu'on parlait juste avant de The Hoodie, belle transition avec Bilal. Ce programme il coûte 14 000 $ et dedans il y a que des mecs qui minimum ont fait 25 millions de dollars de chiffre d'affaires dans leur aventure e-commerce. Le plus gros il a fait 850 millions, c'est lui. Il y en a d'autres qui ont fait 100 millions et c'est que des gens qui t'apportent de la valeur, qui ont fait sans doute une somme que je vous le souhaite, hein, mais on fera peut-être pas dans notre vie. Donc c'est cool la valeur qu'il y a finalement dans ce programme australien, donc il y a très peu de Français dedans. Et de toute façon, pour le rejoindre, il faut que tu aies minimum une marque qui fasse 50 000 $ par mois. Donc forcément, il y a une barrière à l'entrée qui est assez grosse. Alors, la recherche produit, en tout cas, lui, les critères qu'il met en place, assez cool, parce que finalement, c'est ce que je vous dis depuis quasi 1 an. Il y en a 5 des critères. Avoir un produit qui est unique. Quand on parle d'un produit qui est unique, le but, c'est pas de créer un tout nouveau produit high-tech du moment, c'est d'arriver avec un produit qui a une valeur perçue qui est plutôt élevée. C'est-à-dire que si tu vends un bout de plastique AliExpress, et je vous l'ai déjà dit, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire c'est un produit où les gens ne sont pas prêts à mettre plus de 50 balles dessus. S'ils sont pas prêts à mettre plus de 50 balles dessus, même avec un bon marketing, ça va être compliqué de les persuader là-dessus. Les meilleurs en marketing peuvent le faire. Vous, à votre niveau, venez, on met les pieds sur terre. Ça va être compliqué d'avoir un gros impact dans le marketing. Ça demande d'avoir des leviers financiers, etc. Donc, essayez, et c'est 90% de votre succès, la recherche produit réellement. J'ai un élève, Alex, qui a été mon plus gros élève, qui a fait, en l'espace de là, depuis janvier, donc en l'espace de 9 mois, 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec son projet. Il est meilleur que moi, clairement. Je lui ai posé la question, justement, toi, qu'est-ce que tu conseillerais aux débutants qui sont dans mon programme, qui ont traversé ce que tu as traversé? C'est quoi pour justement avoir à peu près les mêmes chiffres que toi, même si on sait que c'est compliqué d'atteindre le million? Il m'a dit, recherche produit, c'est 90% de votre succès. Parce que t'as pas un énorme levier financier, c'est-à-dire tu peux pas lâcher des gros budgets ads dès le début. Forcément, là, ça devient plus simple quand tu as l'argent qui suit, parce que tu peux rapidement inonder le marché avec des publicités, etc., si derrière tu mets beaucoup d'argent dessus. Sauf que vous, très souvent, en tout cas, c'est pas le cas. Deuxièmement, vous n'avez pas les compétences pour créer des publicités, des contenus qui sont rentables, qui sont virales ou quoi que ce soit. Donc finalement, tout ce flux de vous n'avez pas ces leviers-là, ça va jouer sur le produit. Et si le produit en lui-même se vend ultra bien avec son design, avec ce qu'il permet de faire, avec le problème qu'il règle et quoi que ce soit, justement, ça va être des bénéfices pour vous, du moins. Donc, valeur perçue élevée. On va voir justement, eux, s'ils ont réussi à cocher ce critère-là de valeur perçue avec leur produit. Efficacité rapide, on ne veut pas un produit qui prend plus de 14 jours à avoir du résultat. À part, bien sûr, et là, il faut du recul, si jamais tu vends une corde à sauter et que c'est une transformation physique, on sait que ça va prendre du temps, mais les gens sont conscients que ça prend du temps si jamais tu vends une transformation physique. Très souvent, c'est pas le cas. Donc, transformation physique, oui, tu peux avoir assez de recul, et là, pour le coup, ça dépend de combien de temps ça va durer, mais les gens, ils veulent du résultat vite, rapidement, comme vous. Vous avez commencé l'e-commerce, vous voulez du résultat maintenant, vous en voulez pas dans 6 mois. Maintenant, vous avez pris conscience que ça prend du temps d'avoir du résultat, mais vous en voulez rapidement. Vos clients, c'est la même chose. Donc, il faut avoir un produit qui est, si possible, efficace ultra rapidement dès la première utilisation. En tout cas, c'est un gros point fort. Plan économique qui est solide, les frais publicitaires, en tout cas les coûts publicitaires ont augmenté puisque la concurrence a augmenté, donc tout le monde se fait la guerre, donc forcément les coûts deviennent de plus en plus chers. Donc il faut arriver finalement avec un produit qui est scalable, qui va te permettre de te développer. Hop là, j'ai pas envie de vous faire un petit disclaimer, on arrive après. Donc, avoir un produit que tu peux revendre au moins 70 €. Je parle du produit, je parle pas du produit plus les upsells qui vont avec 70 €. Non, je parle du produit en lui-même, 70 € minimum. Pourquoi? Parce que si tu le vends moins que 70 €, ça peut être compliqué avec les coûts publicitaires que tu vas devoir payer pour scaler, avec tous les frais que tu vas avoir à côté, avec ton fournisseur au début qui va te prendre quand même pas mal de marge parce que vu que tu es débutant, il va pas te prendre au sérieux, donc il va demander beaucoup et tu vas être obligé d'accepter parce que sinon personne ne voudra travailler avec toi. Donc il faut avoir un produit que tu pourras vendre au moins 70 €. Pareil, si je dis 70 €, vends pas quelque chose qui permet d'éplucher une pomme, 70 € parce que du coup il faut vendre 70 €. Il y a aussi ce truc de logique. En fait, tous les critères ils sont connectés entre eux. C'est-à-dire avoir un plan économique, oui, mais ça va de soi. Si le produit il a une bonne valeur perçue, tu auras un bon plan économique très souvent. N'ayez pas peur de vendre des produits plus de 100 €. C'est cool, les produits plus de 100 €. Moi, je me tâte d'ailleurs à faire de l'e-commerce high ticket, vendre des jacuzzis à 3000 balles, vendre des petites maisons en aluminium. Au Japon, ça fait fureur en ce moment à 15 000 €. C'est cool parce que tu n'as pas besoin de beaucoup de clients. Il suffit que tu en aies 1, 2, 3, 4. Tu peux déjà faire des gros chiffres d'affaires. Et en plus de ça, ça coûte pas très cher. Donc, c'est cool. Après, pour tout ce qui est livraison, c'est un autre domaine. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vendre un produit un peu cher. Plus de 100 €, plus de 150 €, plus de 200 € même, pour le coup.
Attention à aussi cette croyance limitante que vous avez beaucoup et que j'ai eu au début moi aussi. Quand tu es débutant, tu te dis mais c'est plus facile de vendre un produit 30 € que 150 € parce qu'il est moins cher. Les gens qui n'ont pas d'argent, c'est les clients les plus chiants du monde, réellement. Donc vendre un produit cher, ça veut dire vendre aux riches. Les riches, ils ont de l'argent, ils sont pas chiants, honnêtement. Par contre, un client qui met 30 balles, si tu en as 100, je peux te jurer que sur les 100, tu vas recevoir une quantité de SAV qui est chiante pour le coup à traiter. Donc aller sur des produits qui sont très peu chers, c'est avant tout justement avoir des clients qui sont chiants tous les jours à devoir traiter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller sur des produits qui sont à moins de 70 € pour t'éviter cette charge mentale qui est compliquée à gérer sur le long terme. Plan économique solide, 70 € de prix de vente et avoir une marge de 75% brut. Donc comment on la calcule? Combien te coûte le produit plus la livraison? Et tu prends aussi combien tu vends ton produit, tu fais le calcul, il faut que ça soit 75% minimum. C'est relativement simple à l'atteindre puisque c'est un x4 finalement. Tu fais un x4 sur ton produit, t'es bien. Mainstream, alors quand je dis mainstream, allez pas sur des niches ultra concurrentielles à votre niveau, genre la niche de la cosmétique ou quoi que ce soit, moi je vous conseille pas. Parce qu'encore une fois, si tu vas sur ces niches-là, il y a des marques qui sont ultra bien implantées dessus, qui ont du budget comme Nivea par exemple, qui a des milliards de budget, qui a des millions d'abonnés, qui a une équipe, c'est des Avengers finalement, les marketeurs de leur équipe, donc ça va être compliqué, toi en tout cas tout seul dans ta chambre, de faire face à ces gens-là. Donc en fait, la seule manière que tu fasses face à ces marques-là ultra fortes, c'est d'arriver avec un produit différent. Sauf qu'arriver avec un produit différent, comme je vous l'ai dit, ça demande des coûts, ça demande du budget, ça prend du temps, le temps de le développer, faire des tests, etc., etc. Donc quand je dis mainstream, c'est arriver sur une niche où tu traites un problème précis et tu parles à une cible précise. Et c'est justement, pour ceux qui sont dans l'accompagnement, ce que je vous disais, pour ceux qui ont vu les dernières vidéos, avec un bain par exemple froid portable, vous savez les bains, et tu te mets dedans et au moins tu prends un bain froid et c'est cool pour renforcer ton système immunitaire ou même les douleurs musculaires, etc. À la place de cibler les personnes qui ont des douleurs musculaires, les personnes qui ont des douleurs articulaires, les personnes qui veulent être plus concentrées, du coup le froid ça leur permet de... Et en fait tu te focuses sur tellement de gens qu'à un moment donné tu parles à personne. Donc parle à une seule personne, à une seule cible bien précise, mais tu leur parles mieux que tout le monde. Putain, j'ai du mal. Voilà. Et tu leur parles mieux que tout le monde. Donc par exemple, c'est ce que je vous disais, je pense que cet exemple vous le connaissez déjà, mais ça fait pas de mal si je vous le dis encore une fois. J'arrive sur la niche de la cosmétique, au mieux de parler, je sais pas, je vends une crème hydratante, au mieux de parler à toutes les femmes qui ont entre 18 et 80 ans, comme le font Nivea, mais Nivea le font parce qu'ils ont tellement de budget de crédibilité que quand tu penses crème hydratante, c'est dans le top 5 des marques que tu cites, ils peuvent se permettre de cibler très large. Parce que ça fait des années qu'ils sont là. Toi, tu arrives, tu cibles ultra large comme eux, par contre, tu n'as ni budget, ni crédibilité, ni compétence, ni équipe, tu es seul, tu vas parler à personne parce que tu te mets en concurrence avec des gens qui t'écrasent. Donc, comment, par exemple, tu pourrais tirer ton épingle du jeu? Et c'est un exemple qui parle avec n'importe quel produit. Je vends une crème hydratante uniquement aux personnes âgées qui ont entre 70 et 80 ans et qui ont des plaques rouges sur les joues, un problème précis que tu peux avoir sur le visage, et que ma crème hydratante, qui est exactement la même que Nivea Paris, permet de régler. Ce qui fait que dans mon marketing, je ne vais pas parler aux femmes qui ont entre 18 et 70, je parle uniquement aux femmes qui ont entre 70 et 80. C'est-à-dire que mes images, ça va être que des personnes âgées. Mon copywriting, ça va être que avec des mots pour les personnes âgées et qui ciblent en tout cas ce problème-là. Donc, des plaques rouges sur les joues. Pareil, dans mes contenus, je vais mettre que des personnes âgées et je vais parler que de ça, que de ça, que de ça. Tu es une femme qui a entre 70 et 80 ans, qui a des plaques rouges sur les joues. T'as moi, t'as Nivea, tu vas vers qui? Tu vas vers moi, en tout cas, tu as de grandes chances d'aller vers moi parce que tu as l'impression que je te parle mieux que eux. Tu t'identifies beaucoup plus à ma cible, à mon copywriting, à tout mon marketing. Donc forcément, tu as l'impression que je suis la meilleure marque qui peut résoudre ton problème. C'est ça ce que je vous dis dans un produit mainstream. Cible précise, problème précis, tu parles mieux que tout le monde, tu fais que ça. Et attention à pas avoir cette pensée limitante de se dire « Ouais, mais si je suis trop précis, du coup, je parle pas à tout le monde, du coup, je peux pas faire d'argent, ça va être compliqué dans mon scaling. » Non. Une fois que j'ai cassé en deux le marché des femmes entre 70 et 80 ans qui ont des plaques rouges sur les joues, je commence justement à me diversifier et je commence à augmenter ma cible. C'est-à-dire là, je vais arrêter de parler aux femmes qui ont entre 70 et 80, mais je vais parler aux femmes qui ont entre 60 et 80 et qui ont des plaques rouges, mais pas que. Aussi un autre problème. Finalement, tu commences à te développer dans le problème que tu cibles et aussi dans la cible que tu targetes au quotidien. Donc au fur et à mesure, tu te développes. Mais en fait, tu développes ton ciblage en même temps que tu développes tes compétences, en même temps que tu as plus de budget, en même temps que tu commences à recruter une équipe. Donc finalement, tu commences à avoir les armes pour concurrencer à la fin Nivea Paris ou quoi que ce soit. Step by step. Très souvent, vous voulez faire trop gros. J'en vois beaucoup qui veulent vendre 20 produits en même temps. Non, un produit au début, tu simplifies.
Récurrence, ça c'est optionnel parce que forcément c'est des produits consommables. Tu vends des compléments alimentaires, tu vends des crèmes hydratantes, tu vends des produits qui se consomment. C'est cool parce que du coup, une fois que tu as payé pour que la personne achète, si après elle est satisfaite, elle rachète sans que tu aies besoin de payer. Et c'est là où tu fais énormément de bénéfices dans les compléments alimentaires, etc. C'est pour ça que c'est une niche qui est en vogue comme Naali et tout ce qui s'ensuit. Sauf que ça peut être compliqué. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Des fois, ça demande d'avoir du budget, ça demande de faire des allers-retours avec des fournisseurs, des laboratoires, ça demande de tester sur des humains pour voir si le produit c'est pas de la merde. Parce que si c'est de la merde, on se connaît plus. Genre, ça va être compliqué pour toi si jamais tu fais de la merde avec tes clients là-dessus. Donc forcément, récurrence, c'est pour ça que moi je le mets en optionnel. Par contre, les 4 premiers critères, faut les respecter. Et on va voir avec Synésie, du coup, si on a réussi à les respecter. Mais avant ça, les outils de recherche. Maintenant qu'on sait les critères d'un produit à succès, il va falloir le trouver, ce produit à succès. Et ce produit à succès, tu as plusieurs méthodes pour le trouver. On va pas parler de Minea, on va pas parler de Pipi Ads, on va pas parler de TikTok Maybe Buy It, même si en soi, tu peux le faire si jamais tu as envie de le faire. Le but, c'est de retourner les réseaux sociaux. Mais de A à Z. Quand je dis retourner les réseaux sociaux, c'est vraiment pour que tu aies aucun regret. N'utilise pas juste une seule méthode. Teste-en plusieurs et là, tu vas voir finalement avec laquelle tu es le plus à l'aise et là où tu as les meilleurs résultats. Tu as la méthode MacWack qui a plu à la majorité des élèves qui ont regardé le nouveau module recherche produit que j'ai fait en interne. MacWack, c'est une plateforme de crowdfunding. Crowdfunding, c'est des investissements participatifs. Voilà, toi, Bilal, tu travailles Culule, donc tu sais. Donc en gros, tu mets une annonce de ton projet e-commerce, tu le pitches. Si les gens y kiffent, ils mettent de l'argent dessus. Et après, toi, tu te mets un objectif financier que tu as envie d'atteindre et tu peux voir en tant que public à quel point il a été atteint. Par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez, il voulait atteindre un objectif, il a été explosé à plus de 495% l'objectif. Et en fait, toi, tu arrives sur cette plateforme, tu es en mode « Attends, mais il y a des projets qui explosent leur record qu'ils souhaitaient atteindre en termes de financement. Ça veut dire que les gens y kiffent, ça veut dire que c'est potentiellement une bonne idée. » Et MacWack, c'est une plateforme qui est japonaise, pas chinoise, japonaise. C'est-à-dire tu vas directement en Asie. En gros, tu vas à la source des usines, des dropshipping, etc. C'est une culture qui est différente, donc forcément, il faut arriver avec du recul. Des fois, tu as des produits qui peuvent très bien fonctionner là-bas, pas en France, parce que vu qu'ils ont une culture différente, bah forcément, là-bas, c'est pas parce que ça fonctionne que ça fonctionnera ici. OK? Du coup, MacWack, tu vas dessus, tu peux suivre avec les niches, etc. Tu peux avoir la niche bien-être, tu peux avoir n'importe quelle niche que tu veux, et tu as toutes les annonces. Tu peux checker l'annonce, tu peux tout lire, ce qui fait qu'ensuite, pour le storytelling de ton projet, tu peux vraiment bien t'influencer d'une annonce que tu as vue sur MacWack. Et tu as des produits de ouf. Il y a des élèves qui détestaient la recherche produit, ils ont fait cette méthode, ils sont devenus amoureux de la recherche produit à faire des nuits blanches, tellement qu'en fait, ils trouvaient des idées qui étaient incroyables et qu'ils voulaient lancer. Je pense à toi, Yamani. Ensuite, tu as App Shopify qui peut être cool. App Shopify, c'est tu vas sur la bibliothèque d'applications, tu vas voir les applications que les marques à succès utilisent. Klaviyo, Lux, White Bundle. De toute façon, tu regardes les avis. Klaviyo, tu vois qu'il y a 2500 avis. Lux, tu vois qu'il y a 7000 avis. Judge Me, tu vois qu'il y a 30 000 avis. S'il y a des avis, c'est que les gens l'utilisent. Donc c'est cool. Tu peux aller sur Gempage, etc. ChatGPT peut être ton meilleur ami, mais on va voir comment utiliser ChatGPT là-dessus. Tu regardes les avis des applications justement que les marques e-commerce à succès utilisent. Tu vas dans les avis, tu tries par ordre d'avis qui sont récents, de nouveaux avis. Et après, tu vas copier-coller le nom de la marque parce que tu vas voir le nom de la marque et l'avis qu'elle a mis. En fait, si tu vois qu'elle a mis un avis 5 étoiles, c'est sans doute qu'elle est satisfaite. Si elle est satisfaite, c'est qu'elle fait de l'argent grâce à cet outil, généralement. Donc, tu prends le nom de la marque, tu copies-colles et tu ouvres une centaine de pages Google avec tout le temps des noms différents. Il y a de grandes chances que sur les, par exemple, 100 pages Google que tu ouvres, 80% de ces pages Google, ça soit 3 niches qui sont les 3 plus grosses niches mondiales de l'e-commerce, la cosmétique, les habits et les bijoux. Ou sinon la bouffe, genre tout ce qui est complément alimentaire, etc. Donc forcément, moi je te conseille pas d'aller sur ces 3 niches. Les vêtements, parce que c'est chiant à mourir. En plus, tu vends des vêtements pas très chers. Non seulement tu as des clients qui sont chiants, et en plus de ça, ils vont te faire chier sur les tailles, etc. Enfin bref, c'est le pire business à lancer, pour moi, bien sûr. Ensuite, complément alimentaire, on l'a déjà vu, c'est chiant à mettre en place, il faut du budget, il faut aller voir les labos, enfin ça peut prendre du temps. Et ensuite, tout ce qui est bijoux, à la limite, ça peut être cool. Pourquoi pas. Alors, si tu tombes sur 80%, en fait, c'est ça qui est chiant avec cette méthode, c'est qu'à la fois, c'est bien parce que tu n'as que des marques qui font de l'argent, mais ce qui est chiant, c'est que du coup, 8 marques sur 10, c'est que des projets que tu peux pas lancer. C'est un peu la limite, finalement, de cette méthode-là, même s'il faut la mettre en place, parce que le 20% restant, tu peux tomber réellement sur des pépites. Donc, je te conseille de mettre en place cette méthode-là, parce qu'encore une fois, il faut retourner Internet, donc autant le faire. ChatGPT, qui est pour moi la meilleure méthode de recherche produit qui existe, parce qu'en fait, là, toutes les méthodes que je vous dis depuis le début, c'est tu fais par rapport à ce qui existe, pas par rapport à ce qui existe déjà, mais c'est pas adapté par rapport à toi, tes centres d'intérêt, ce que tu as envie de lancer, etc. ChatGPT, tu vas lui générer un prompt et tu vas lui dire tes centres d'intérêt, qui tu es, quel âge tu as, les niches que tu n'as pas envie de lancer.
Par exemple, moi, je sais pas, j'ai 18 ans, par exemple, je fais de la boxe, je vais pas vendre un produit de sous-vêtements pour les femmes de 50 ans. Mais ça va pas avec moi. Je suis pas du tout la cible, ça va être compliqué. Et en fait, tu lui dis justement ça. Je suis pas du tout la cible de cette niche, cette niche, cette niche. Par contre, je fais ça dans ma vie. Et si tu me mets sur des niches comme celle-ci, le sport, la boxe, le truc, là, justement, ça va pouvoir le faire. Est-ce que tu peux me citer les niches qui sont en hyper croissance aux États-Unis, Australie, Grande-Bretagne depuis les 6 derniers mois? Tu le mets en mode thinking, c'est-à-dire, moi je vous conseille la version à 20 €, et tu le mets en mode pensée, histoire que vraiment il aille fouiller d'internet, il te sort les ressources. Il va te sortir un prompt, il va te faire un listing de toutes les niches du moment qui sont en train de cartonner aux États-Unis, etc. Ensuite, dans ces niches-là, tu vas te dire, ok, maintenant génère-moi 5 produits dans la niche numéro 1, 5 produits dans la niche numéro 2, 5, par rapport à qui je suis, ce que j'ai envie de lancer, et les critères, tu lui mets en avant les critères que je vous ai dit, tac, juste ici, histoire pas qu'il te lance des produits genre des bouts de plastique, justement, on va éviter ça. Donc tu lui dis. En fait, tu le promptes. C'est pas juste 2 lignes. Tu lui mets un énorme prompt de ce que tu veux, de à quoi tu t'attends, etc. Et là, il va te générer des idées où ça va être incroyable. Moi, j'ai trouvé des énormes produits à lancer juste avec la première réponse à ce prompt de ChatGPT. J'aurais pu encore plus lui demander de rentrer dans les détails. Il m'a généré déjà des bonnes idées à lancer. Donc ça, c'est la meilleure parce que du coup, il s'adapte par rapport à ce que tu veux. C'est là où c'est ultra puissant. Parce que là, ça s'adapte pas par rapport à ce que tu veux. S'il faut que ça soit toi qui ailles chercher les produits. Là, c'est lui qui te les donne par rapport à tes centres d'intérêt, etc. Donc ça, c'est cool. ChatGPT, attention, ne pas juste prompter, réponse, merci, au revoir. C'est prompter, réponse, reprompter, re-réponse. Tu lui parles. Vraiment, tu essayes de aller chercher de l'info et retourner aussi tout ce que tu peux retourner. Juste ces 3 méthodes-là, déjà, vous êtes meilleur que 90% des débutants qui utilisent à chaque fois les Minéa, les PP Ads, etc. Je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, c'est pas à faire partie de ces débutants-là. Donc, ces 3 méthodes qui sont peu connues en France, que je vous conseille de mettre en place. Il y en a d'autres aussi avec X, avec Instagram. Bon, on va pas aller dessus aujourd'hui parce que déjà, juste ces 3-là, je trouve qu'elles sont ultra puissantes. Donc, on a mis en place cette recherche-là. Il y a aussi la bibliothèque publicitaire Facebook. Pourquoi je dis ça? Parce qu'eux, ils ont trouvé, grâce à la bibliothèque Facebook, ils ont cherché des mots-clés. En fait, c'est tout le temps la même chose. C'est tu pars d'une barre de recherche simple, tu notes un mot, et ensuite, par rapport à ce mot, au mieux de juste être démotivé parce que tu n'as pas le résultat que tu voulais, non, continue justement à aller de l'avant. Avec des mots-clés, des mots-clés et des mots-clés, ils sont arrivés justement à ce produit-là, qui est un dispositif nasal que tu te mets dans le nez, à base de lumière rouge. Et pour tout ce qui est sinusite, tout ce qui est allergie au pollen ou quoi que ce soit, ça te permet directement d'être soulagé. C'est backé par la science, et ça, on va le revoir à quel point ça a son importance. Donc, est-ce que ce produit, il est unique, il a une valeur perçue qui est élevée? On n'est pas sur un petit bout de plastique qui sert à éplucher une peau de banane. Donc, c'est quand même, ça règle un gros problème, ça le règle bien, c'est backé par la science. Donc, déjà, juste ça, ça fait augmenter la valeur du produit. Donc, ça, c'est coché. Est-ce qu'il est efficace rapidement? Testez votre produit, si vous n'êtes pas sûr. Vendez pas un produit que vous ne testez même pas au préalable chez vous. Donc, tu commandes le produit sur Amazon si jamais il est dispo, tu es livré en 2 jours, 3 jours max. Tu le testes. Si tu es la cible, si tu n'es pas la cible, essaye de voir, on a tous un pote de pote de pote qui peut être la cible de ce produit. Donc, finalement, le but, c'est de trouver la cible et faire tester le produit. Ils le testent parce que les deux sont la cible de ce produit-là. Ça marche. Et ça marche rapidement. Ils sont enrhumés H24. Ils ont des allergies au pollen tous les matins. Et finalement, ça a marché sur eux. Donc, magnifique. Plan économique qui est solide, 50 €. Ça, pour le coup, ça va être compliqué de le vendre 70. On a décidé de le mettre à 50 €. Après, tu peux faire un bundle, mais on va le voir après dans la création de site, comment créer une offre irrésistible. Mais plan économique, je le mettrai pas en vert quand même. Je le mettrai en orange parce qu'on peut pas vendre ce produit genre plus de 70 €. Surtout qu'on n'est pas connu en France. Enfin, ce produit-là, il n'existait pas en France. Ça vient de marque aux US qu'on va voir après qui cartonne, mais en France, non. Donc forcément, ça peut être compliqué. Donc ça, on le met en orange, à la limite, parce qu'on peut pas le vendre à 70 balles. Mainstream, bah oui. Tu cibles un problème précis, allergie au pollen, sinusite, ou quoi que ce soit, ou rhume. Donc c'est un problème précis, c'est une cible précise, magnifique. Et récurrence, on n'en a pas. C'est un produit, en vrai, le produit, il est sous batterie, donc forcément, à un moment donné, il va plus marcher. Mais la récurrence, elle est large. C'est 1 an d'autonomie, donc ça peut être compliqué. Donc, récurrence, on l'a pas. C'est pas grave, c'est optionnel. Par contre, on a 3,5 sur 4. Cool. On arrête de se faire chier, on passe à la prochaine étape. Juste avant de passer à la prochaine étape, ne vous faites pas chier sur la recherche produit. C'est-à-dire, faut vendre quelque chose qui a du potentiel parce qu'encore une fois, c'est 90% de votre succès. Il y en a beaucoup trop qui cherchent l'objet brillant. Et le syndrome de l'objet brillant, c'est ta recherche produit, elle te prend 6 mois parce que juste, à chaque fois que tu as un produit, tu essayes de trouver les critères de merde. Non, attache-toi aux bons critères. Si tu vois que ça correspond à 80% du succès d'un produit, va dessus, arrête de te poser des questions.
Faut que tu ailles vite. Et on va voir justement l'exécution, à quel point ça a de l'impact dans ton business, dans une société capitaliste comme la nôtre. Alors, ensuite, on va analyser la demande. Le but, c'est déjà de savoir au maximum si le produit sur lequel on va se lancer, il a du potentiel. Tu peux savoir si le produit sur lequel tu te lances a du potentiel, ça passe par des grosses recherches sur Internet. Même si tu n'en es pas sûr à 100%, la meilleure façon de savoir si ce que tu lances a du potentiel, c'est de le lancer, tout simplement, c'est de le tester. Mais tu peux déjà avoir des bonnes pistes. Google Trends, réseaux sociaux concurrents, la science et la prise de conscience de la cible. Je vais vous expliquer tout ça. Google Trends, tu vas taper des mots-clés autour de ta problématique, tu vas taper des mots-clés autour de ta niche, tu vas taper des mots-clés, bref, autour de ton produit, un peu comme un champ lexical. Et tu vas voir sur le marché français, parce que je vous conseille bien sûr le marché français, pour moi là-dessus, il n'y a pas débat. Et vous allez voir sur les 5 dernières années finalement ce qui se passe. Et vous allez étudier l'état de santé du graphique. Et en fait, vous pouvez avoir des pics comme ça qui sont ultra intéressants. En fait, depuis 5 ans, tu vois que chaque année, il y a toujours des pics au même endroit. Très souvent, c'est le Q4. Octobre, décembre, il y a des énormes pics parce que c'est là où les gens consomment, ils préparent des budgets pour Noël, ils préparent des budgets pour Black Friday. Donc forcément, beaucoup de consommation. Donc dans beaucoup de niches, tu as un gros pic pendant le Q4 à chaque fois. Mais du coup, nous, on a tapé luminothérapie, sinusite, rhume, sinus. Et en fait, tu vois, si jamais c'est en train de descendre, si jamais c'est stable, si jamais c'est en train de monter, si jamais il y a des pics. S'il y a des pics, va pas lancer le projet, alors que par exemple, il est ici. Tu sais que là, tu te lances au mauvais moment. Va plutôt, à la limite, tu peux créer les fondations. Par contre, après, tu vas te focus sur lancer le projet au bon moment. Faut toujours que tu lances ton projet quand le pic commence, si jamais tu es sur une niche qui est saisonnière. Donc là, on a vu ça. En vrai, quand tu étudies ça, pour le coup, tu es sur un bon business. Hein. Tu as sinus, tu as des gros pics tous les mois, tous les ans, au mois de mars. Et vous voyez, ça dure quasiment toute l'année. C'est juste l'été où au niveau du sinus, t'as pas beaucoup d'engagement. Mais pas grave, parce que du coup, l'été, allergie au pollen. Donc en fait, tu peux juste changer ton angle marketing dans ta communication. Pendant mars et jusqu'à, je sais plus quand, mais on va dire de février à mai, en fait, si tu vois que sinus, c'est cool, en tout cas, c'est un gros pic, dans ton marketing, mets ça en avant. Mon produit soulage les sinus, c'est le meilleur produit pour si jamais tu as des problèmes de sinus ou quoi que ce soit. Par contre, si tu vois qu'après, il n'y a plus d'engagement, arrête de mettre sinus partout. T'enlèves sinus et à la place, tu mets, par exemple, pollen, qui lui, inversement, rhume, qui lui, inversement, a des gros pics à ce moment-là. Et du coup, tu changes tous tes mots-clés, etc. et tu mets rhume. À chaque fois, il faut vraiment que tu t'adaptes au marché. C'est pas le marché qui va s'adapter à toi. Tout le monde s'en bat les couilles de toi, en vrai, de ton business ou quoi que ce soit. Parce que t'es pas le centre du monde. Et très souvent, un débutant a l'impression qu'il est le centre du monde. Non. T'es pas le centre du monde, donc, tu t'adaptes, toi, au marché. Il y a des tendances, il y a des intérêts d'achat. Adapte-toi là-dessus. Donc là, c'est cool parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs pics. Et à chaque fois, les pics, finalement, c'est un peu comme un puzzle. Quand ça va mal sur ce mot-clé, ça va bien sur ce mot-clé. Du coup, parfait. Bref, on décide de lancer. Je vais vous expliquer c'est quoi des bons, des moyens et des mauvais graphiques. Donc là, j'ai pris sac à main, jardin, complément alimentaire, lithothérapie, qui sont 4 niches complètement différentes. Sac à main, il y a des énormes pics Q4. Octobre, décembre. Va pas lancer des sacs à main si tu es en mars. Attendez, excusez-moi. Hop là. Je vais enlever les notifs. Tac. Donc, tu vas pas lancer des sacs à main si jamais t'es pas pendant le Q4. Tu prépares à la limite ton projet, mais va pas mettre du budget ads, etc. Parce que c'est sûr que ça va pas fonctionner, en tout cas que ça va être compliqué. Par contre, c'est smart de lancer des sacs à main si jamais t'es pendant le Q4. Et pareil, t'as la niche du jardin. Le jardin, le Q4, ça marche pas du tout. Le Q4, c'est l'automne, hiver. Personne sort dans son jardin quand il fait froid. Personne s'occupe de son jardin quand il fait froid. Va pas te mettre dans la boutique du jardin pendant le Q4. Par contre, va te mettre dans la boutique du jardin juste après, par exemple, janvier. Parce que c'est là où justement le soleil commence à revenir. En vrai, mars, j'ai un peu abusé. À partir de mars, c'est là où tu te relances, même avril. Parce que tu sais qu'il y a des gros pics, c'est là où les gens ils retournent dans leur jardin, ils s'occupent de ça, etc. Donc finalement, c'est toujours s'adapter par rapport aux niches. Lithothérapie, en bas à droite, tu vois bien que c'est la pire niche sur laquelle se lancer. C'est en train de baisser depuis 5 ans. Confinement, oui, les gens étaient chez eux. Forcément, ils commencent à se connecter à la lithothérapie parce qu'ils commencent à péter un plomb, donc ils se disent qu'il y a des énergies, etc. Donc, ok, cool. Par contre, là, tu retournes dans la vie réelle après le confinement. Ça y est, les énergies, ça marche plus. Regarde, c'est en train juste de baisser. Va pas te lancer dans la niche de la lithothérapie. Complément alimentaire, regarde sur 5 ans, c'est ultra stable et même c'est en train de monter. Va te lancer dessus. En tout cas, encore une fois, si tu as le budget, etc. Ok, donc ultra important finalement de regarder les niches sur Google Trends et l'état de santé des graphiques. Ensuite, réseaux sociaux, ultra important, tu vas analyser la demande, l'engagement sur les réseaux. Tu vas sur TikTok, tu vas sur Insta, tu recherches tes mots-clés, sinusite, rhume, sinus, France, bref, j'ai tapé plein de trucs. Et après, tu vas trier, donc moi je te conseille de le faire sur téléphone, parce que sur PC ça marche pas de ouf. Parce que là, tu as les petits filtres et tu peux voir sur les 3 derniers mois, tous les posts qui ont été avec ce mot-clé. Je te conseille de voir sur les 3 à 6 derniers mois. Et tu analyses les contents.
bien sûr que des contenus français, et tu vois s'il y a de l'engagement, s'il y a du like, si les gens en commentaire ils sont engagés, etc. S'il y a pas mal de content, que ce content il fait du like, il fait des vues, c'est-à-dire qu'il y a de l'engagement. C'est-à-dire quand toi tu vas te lancer en orga, il y a de grandes chances que tu puisses être viral, en tout cas tu puisses toucher du monde. Okay, donc ça c'est ultra important de regarder via tes mots-clés s'il y a de l'engagement sur les réseaux. TikTok, Insta. Ok, tu as regardé ça, tu vas regarder le trafic de tes concurrents. Mais même juste tu vas regarder tes concurrents. Nous, on n'en avait pas. On en avait un aux States qui s'appelait No More Cold. No More Cold, ils vendaient ce produit-là. Le site est plutôt bien brandé, je trouve. Cool, la typo est bien, les images sont bien. Enfin, honnêtement, il n'y a rien à dire. La structure est cool. Ça, c'est un site qui convertit très bien. Let's go. Quand tu as un site comme ça, mais tu vas tout pomper de ce site-là. Et tu vas tout reprendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ceux qui, si jamais s'inquiètent. Si jamais vous trouvez que c'est pas éthique, le faites pas. Il y en a qui trouvent que ça va, il y en a qui trouvent que ça va pas. Là, c'est par rapport à vous. Tu peux non seulement reprendre tes images, enfin leur image est inspirée, et surtout tu vas regarder leurs data. Tu as TrendTrack, tu as SimilarWeb ou quoi que ce soit, qui te permet de voir le trafic qu'ils ont par mois sur les 3 derniers mois et de voir justement les performances. Avec TrendTrack, tu peux le faire. Donc là, on voit que par exemple de mai jusqu'à juillet, il y a une grosse baisse de trafic. Va un peu plus en détail, t'arrêtes pas là. Va voir s'ils ont arrêté les ads. S'ils ont arrêté les ads, c'est normal du coup que ça marche, enfin qu'il y a une baisse de trafic. En fait, essaye de voir si elle est justifiée, cette baisse de trafic ou pas. Si elle n'est pas justifiée, chiant. Si elle est justifiée, ok. Peut-être qu'il y a du potentiel et que c'est eux qui ont décidé de couper. Tu peux voir justement le pourcentage, un petit peu le camembert d'à quel point ils arrivent à cibler des pays. Donc ça, c'est cool. Tu peux voir à quel point c'est un concurrent en France. Et même, tu peux aller plus loin si je dis pas de conneries. Je sais pas si j'ai mis la slide. Voilà, exactement. Sur TrendTrack, tu peux voir le monthly visit, c'est-à-dire tous les mois, il y a combien de visites. Et pareil, tu as le graphique. Tu peux voir à peu près une estimation du chiffre d'affaires qu'ils font par mois. Donc eux, pareil, c'est une formule de calcul entre leur panier moyen, le nombre de produits, le trafic, etc., leur taux de conversion. Tu vois que eux, ils font à peu près entre 30 000 et 100 000 euros. Très large la fourchette, hein. Mais au moins tu vois à peu près s'ils font de l'argent ou pas. Tu as quelqu'un qui fait de l'argent, trop bien. Ça veut dire que forcément ça peut fonctionner. Tu vois leur trafic, tu peux voir depuis 1 an. Donc là, on voit qu'il y a un énorme pic. Nous, avec Synésie, on s'est lancé là en fait. Donc forcément, quand on a vu que le graphique était en énorme montée, on s'est dit putain, il y a un énorme truc à faire. Après, il a baissé. Donc tu peux voir un petit peu l'état de santé du graphique, tu peux voir les ads, c'est-à-dire combien d'ads sont publiés en temps réel par cette marque-là. Et du coup, tu vois que là, ils ont fait un énorme pic d'ads, donc forcément, ça justifie l'énorme pic sur le site. Par contre, tu vois qu'ils ont baissé les ads. Et en fait, tu peux voir si c'est justifié le trafic, les ads, le CA, etc. Tu peux voir leurs followers sur les réseaux, enfin bref. Tu peux avoir une aperçu à 360 degrés de tes concurrents. Tu analyses tout ça et ça te permet finalement de savoir si tes concurrents font de l'argent et si c'est une bonne niche ou pas. Nous, on a vu qu'on avait un seul concurrent, ultra bien brandé, on peut s'inspirer de lui, il fait de l'argent, trop bien. Ensuite, tu vas voir la science. Tu vas tout simplement taper des mots-clés autour de ton produit, tu vas mettre science juste derrière, études ou quoi que ce soit, ou même tu vas demander à ChatGPT, en vrai. Tu vas sur ChatGPT, cite-moi toutes les études scientifiques qui ont été faites sur ce problème-là, sur ce produit-là ou je ne sais quoi. Ensuite, tu vas vraiment prendre ces études-là et va sur Perplexity, qui est la meilleure intelligence artificielle pour scanner des études ou quoi que ce soit, parce que c'est pas parce que c'est étudié par la science que c'est forcément cool. La majorité des études, elles sont soit mal faites, soit mal financées, soit elles sont bullshit ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas parce qu'il y a écrit science que c'est réel. Non, non. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin que juste le mot science. Tu vas voir les études et pour vraiment capter si c'est une étude qui a été faite sur des humains, sur beaucoup d'humains, que ça a été validé, Perplexity. Et lui, il va te donner son feedback. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, tu vas tout simplement essayer de jauger la prise de conscience de ta cible. En gros, à quel point elle a pris conscience qu'elle a ce problème-là dans sa vie et à quel point elle a pris conscience qu'il faut régler ce problème-là et à quel point, du coup, elle a envie de le régler. Tu vas sur des groupes Facebook, pareil, mots-clés. Tu tapes dans la barre de recherche Google le mot-clé et Instagram juste derrière et tu vas avoir plein de contenu sur ce mot-clé-là que tu as mis. Tu vas dessus et là, par exemple, on voit qu'il y a une meuf qui a fait un contenu à 2500 likes, donc c'est pas rien, qui a dû faire, je pense, une centaine de milliers de vues, et elle parle de sinusite et de rhume. Ben super, tu vas dans toutes les personnes qui ont commenté le content, et tu vas leur envoyer un message en privé. Pareil, ChatGPT est ton meilleur ami là-dessus. Le message que tu vas envoyer en privé, c'est justement pour capter à quel point ils ont pris conscience du problème, à quel point ils ont envie de le régler, etc. Tu parles pas de ta solution, tu n'arrives pas en mode commercial, tu arrives juste avec une question basique, amicale, pour capter si finalement la personne a réellement envie de régler ce problème-là. Tu vas non seulement dans toutes les personnes qui ont commenté, et aussi dans toutes les personnes qui ont liké. Et tu peux faire ça sur plein de posts, donc ça c'est cool. Ça te permet vraiment d'être au corps à corps finalement avec tes futurs clients peut-être. Donc ça, ultra important de le faire. Par contre, c'est chiant, c'est de la prospection. C'est-à-dire, en gros, pour vous donner un ordre d'idée, tu envoies 1000 messages, tu as 100 personnes qui voient ton message, tu as 10 personnes qui y répondent, et sur les 10 personnes qui y répondent, tu en as 2 qui sont vraiment engagées. Les 8 autres, ils sont éteints, ou en tout cas, ils ne sont pas qualifiés du moins.
Donc c'est un gros volume, il faut vraiment bombarder les messages, t'en envoies pas 20 par jour, t'en envoies une centaine par jour. Donc ça, par contre, si tu fais tout ce que je viens de te dire, tu vas réellement avoir énormément de data sur ton produit, ta niche, à quel point ça a du potentiel ou pas. Tu peux aller jusqu'à cette étape-là et tu vois que c'est pas ultra, enfin ça n'a pas beaucoup de potentiel. Retourne sur la ligne de départ. Tu vois, au moins, tu évites de perdre du temps à créer un projet qui va te prendre du temps, de l'énergie, alors que ça marche pas. Si tu vois que c'est pas bon, bah là, dans ce cas-là, tu retournes au départ. Point général sur Synésie. Est-ce que le produit est unique, a de la valeur? Oui. Est-ce qu'il est efficace? Oui. Le plan économique, est-ce qu'il est solide? Bof, mais ça va. Est-ce que le problème est précis, la cible est précise? Oui. La récurrence? Non. Google Trend, clairement, on est cool là-dessus. Réseaux sociaux, il y a de l'engagement. Concurrent, il y en a un, il fait du chiffre. Science, c'est backé et c'est validé. Prise de conscience, du coup, ils ont envoyé beaucoup de DM et on a vu qu'il y avait une prise de conscience sur ces problèmes-là et que les gens en avaient marre et que les solutions, les alternatives à l'heure actuelle quotidienne sont nulles à chier. Du coup, super, on a un produit pour ça. Dès que tu fais ça, ben en fait, tu as un aperçu sur à quel point mon projet, il a du potentiel. Et en fait, c'est pas parce que tu as 2-3 critères qui sont rouges qu'il faut pas aller sur ton business. Encore une fois, ne cherche pas le syndrome de l'objet brillant. Et là, c'est un peu plus le syndrome du projet brillant. Ne cherche pas un projet qui est coché en vert partout. T'as pas besoin d'être parfait. Va sur un projet qui, au moins, à 70% est au vert. À la limite, tu vois, si c'est pas backé par la science, allez, on peut quand même aller dessus. Après, si l'efficacité du produit peut-être était un peu bof, on serait quand même allé dessus dans tous les cas. Le but, c'est qu'il y ait une majorité qui soit vert, dans tous les cas. Ok, super, on valide le projet, let's fucking go, on y va. Maintenant, deuxième étape. Sourcing produit, ça va aller très vite là-dessus, il y a juste ça comme slide. Tu as deux choix, soit dropshipping, soit stock. Dropshipping, tu as des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, délai de livraison qui sont des fois longs. Packaging, pas brandé, écriture chinoise, mauvais pour l'expérience cliente. Les marges sont plus faibles, enfin, sont hautes, parce que finalement, les fournisseurs, ils se mettent bien, parce que tu vas pas négocier sur AliExpress avec ton fournisseur, c'est pas possible. En tout cas, il va être fermé à la négociation. C'est des petits Chinois qui font leur business, ils se font énormément de marge, ils se font du x10 sur le prix d'usine, tu prends énormément cher. Donc en termes de marge, c'est pas le top. Par contre, il y a quand même des points positifs. Focus marketing, c'est-à-dire que à la limite, tu peux partir en dropshipping, mais après, au moins, toi, tu te focuses uniquement sur ton marketing. Et si jamais ton marketing est bon, bah après, tu peux transitionner sur du stock. Donc, ça n'a pas que des points négatifs, finalement, de faire du dropshipping. Focus marketing, ça, c'est cool. Le cash flow, tu n'as pas besoin d'avancer, finalement, une enveloppe pour avoir du stock. Et le lancement rapide. Tu valides, tu n'as pas besoin de tester ton stock, tu n'as pas besoin de t'occuper de tout ce qui est logistique, etc. Tu peux lancer ultra rapidement ton projet. Stock, avantage, inconvénient. En fait, c'est l'inverse. Délai de livraison plus court, c'est toi qui t'occupes de la livraison. Packaging, brandé ou neutre, pas des écritures en chinoise. Marge produit, plutôt cool, tu peux négocier. Et en fait, juste en envoyant un screen de l'usine, par exemple 1688, tu le mets dos au mur finalement le fournisseur, donc il va pas essayer de se faire du x10 parce qu'il sait que tu as vu les prix d'usine. Donc en termes de marge, tu peux négocier. Par contre, tu as un stock à payer, donc il faut avancer de l'argent. Très souvent, c'est pas énormément d'argent, après ça dépend des gens, mais c'est quelques centaines d'euros au début pour avoir un petit stock du moins. Et après, il faut gérer l'envoi. Ça, c'est chiant. Parce que du coup, il faut s'occuper du packaging, il faut l'envoyer à la poste, il faut faire ceci, cela, donc ça devient un peu chiant. Moi, ce que je vous conseille, en vrai, si ton produit n'est pas disponible sur AliExpress, fais du stock, tu n'as pas le choix. Par contre, si ton produit est dispo sur AliExpress et en stock, moi, j'aurais fait du dropshipping parce que je suis de la team. Quand tu as un projet et que tu n'as toujours pas une validation du marché, lance-le vite. Et en fait, pour le lancer vite, tu vas en dropshipping, tu prends ton produit, on s'en fout que tu fasses moins de marge, tu testes, t'es rentable, super, tu reprends tous tes bénéfices, tu fais un stock et ciao le dropshipping. Mais au moins, t'as testé rapidement. Du stock, ça va te prendre 1 mois de plus, c'est chiant. Donc, dropshipping, c'est ce que je vous conseille. Si jamais vous avez le choix entre les deux, si jamais vous n'avez pas le choix, bon, vous allez sur le choix qui s'offre à vous. Donc voilà là-dessus. Après, ce qui peut être bien, c'est que quand tu fais du stock avec un agent, quand il voit que tu es bon en marketing, en gros, tu génères de l'argent. Quand tu lui fais gagner de l'argent, lui, il va être ouvert à la négo parce que tu lui fais gagner de l'argent. C'est toujours une bataille avec un fournisseur, les négociations, mais tu peux lui dire, écoute, moi, je te ramène un billet de cette somme-là tous les mois. Moi, je continue à travailler avec toi si seulement tu t'occupes du dropshipping. C'est-à-dire, enfin, tu t'occupes du shipping, pardon. C'est plus moi qui livre le produit, c'est toi, tu t'en occupes. Si jamais tu veux pas, il n'y a pas de souci, mais par contre, je vais vers un autre fournisseur qui, lui, m'a dit oui. Alors que pas du tout. Mais au moins, si tu fais cette négociation, il peut accepter. Et là, c'est magnifique parce que, certes, tu payes du stock, mais tu as déjà un projet qui fait du chiffre. Donc, au calme, tu n'avances pas de ta propre poche. Et en plus de ça, tu as un agent, parfait, et il s'occupe de la livraison. Magnifique. Et tu as négocié tes marges, etc. Là, tu es royal quand tu es dans ce truc-là. Très souvent, au début, encore une fois, n'allez pas chercher une relation comme celle que je viens de vous décrire. Au début, c'est pas possible. Vous venez de créer votre compte Alibaba. L'agent, il va voir que ça fait depuis 2025.
c'est bon, c'est mort. C'est-à-dire, il va voir que vous venez de créer votre compte, vous êtes un petit dropshipper européen, vous allez avoir du mal en tout cas à négocier. Par contre, plus tard, ça peut être cool de transitionner là-dessus, en tout cas, c'est le but. Donc ça, c'est pour le sourcing. Nous, avec Synésie, on était parti sur du stock direct, parce que c'est eux qui voulaient un packaging stylé. Ben, en fait, on est parti sur ce packaging dès le début, dès le jour 1. Moi, je leur ai déconseillé de faire ça. Ne pensez pas que c'est une idée de moi. C'est clairement pas du tout moi qui leur a conseillé de faire ça. Pareil, là aussi, ils ont brandé le produit. C'est une petite pastille qu'ils ont mis dessus qui est transparente. Je leur ai pas conseillé. Je leur ai dit c'est du temps. Et en fait, ça a pris du temps de faire ça. Ça nous a pris 1 mois. On aurait pu lancer le projet depuis 1 mois, mais sauf qu'ils ont voulu être parfaits là-dessus. Après, c'est clean quand même. Mais t'as pas besoin de ça dès le jour 1. Donc forcément, ça leur a fait perdre du temps. Donc ça, encore une fois, c'est que ma vision de l'e-commerce que vous avez. Hein. Là, c'est pas l'objectivité de l'e-com. Il peut très bien avoir un deuxième expert qui est aussi, enfin même plus doué que moi en e-com, qui peut vous dire complètement l'inverse. Si c'est justifié à des bons arguments, c'est OK. Donc là, ce que je vous dis là, c'est juste ma façon de faire de l'e-com à moi. Donc, on a le sourcing produit, super. Donc nous, stock, donc je vous fais juste un petit résumé de comment ça s'est passé. Les délais de livraison, ils étaient courts. C'est cool parce que du coup, c'est eux qui envoyaient les commandes au début. C'est chiant, mais au moins ils le font et c'est clean et c'est livré en 3-4 jours. Packaging, bah du coup brandé, donc forcément c'est coché. Marge produit parce qu'ils ont payé du stock, ils ont payé 350 € de stock, 50 produits. Ils gèrent l'envoi, ils ont négocié le fait de faire du dropshipping avec leur agence si jamais on arrive à liquider le stock en tant de temps. Genre on s'est dit vas-y, tu sais quoi, ton stock de 50 produits on le liquide en 30 jours. Par contre, si on liquide en 30 jours, est-ce que t'es chaud, on fait du drop avec toi? Si c'est non, bah écoute, c'est non, mais c'est ciao. Si c'est oui, let's go, t'inquiète, on le fait, et après au moins tu vas pouvoir t'occuper du drop. Il a accepté, et maintenant, vous allez voir la suite, ce qui s'est passé. Donc le stock, validé. On attaque l'étape la plus importante, avec le moins de prise de conscience sur son importance, qui est le positionnement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Nivea. C'est Nivea, crème hydratante, etc., ciblé par exemple des personnes âgées, entre 70 et 80 ans. Ben, c'est ça le positionnement, et c'est ultra important. Vous tous, là, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez kiffé mon positionnement sur les réseaux. Pas de vente de rêve, terre à terre, j'apporte de la valeur gratuitement sur les réseaux. C'est ça qui vous a fait s'abonner, sur mes réseaux sociaux. C'est mon positionnement. C'est-à-dire, j'ai étudié le marché du coaching e-commerce, j'ai vu que tout le monde vendait du rêve, j'ai vu qu'il n'y avait que des Yomi, Denzel, version 2, version 3, version 4. Ben ok, je vais me positionner en tant que pas vendeur de rêve. Et il y aura forcément des gens, ça va leur faire kiffer si je vends pas du rêve. Voilà. Après, c'est quand même moi au quotidien, je joue pas un rôle ou quoi que ce soit. C'est mon positionnement naturel et c'est aussi un positionnement stratégique que j'ai voulu avoir en tant que coach, qui a plus ou moins marché. Donc ça, maintenant, il y a 4 choses à avoir dans le positionnement. Connaissance client, connaissance produit, maîtriser ta concurrence et créer ta proposition de valeur. La base de la vente, c'est savoir ce que tu vends et à qui tu le vends. Si tu ne sais pas ce que tu vends, ça va être compliqué qu'on te fasse confiance. Si tu sais pas à qui tu le vends, tu vas parler aux mauvaises personnes. Donc ça, c'est déjà le b.a.-ba, maîtriser la concurrence, Sun Tzu, l'art de la guerre, avoir un coup d'avance sur ton ennemi. Donc ça, c'est la base si jamais tu as envie de casser ton marché en deux. Soyez ambitieux, cassez votre marché en deux, donc maîtrisez votre concurrence. Et créez votre proposition de valeur. Une phrase sexy, quelque chose qui donne envie d'acheter chez vous. Et ça, c'est la proposition de valeur qu'on va voir juste après. Connaissance client, simple, sondage, Google Form, ChatGPT, des dizaines de questions, par exemple, X questions à poser à ton client, cohérentes, tu récoltes le mail à la fin et tu vas tout simplement, toutes les personnes que tu avais au tout début pour la prise de conscience dans l'analyse de la demande, tu vas les re-DM, et en fait, il y a déjà une relation qui est créée, donc il y a déjà une mini-confiance. Et tu vas leur dire, écoute, moi j'ai un projet d'études, bon, là-dessus tu peux un peu mytho, parce que si tu arrives en mode j'ai envie de faire un projet e-commerce, bon, ils vont te voir comme un commercial, ça donne pas envie de t'aider. Je fais un projet d'études sur ce problème-là, est-ce que tu es chaud de remplir mon questionnaire qui prend 3 minutes et tu verras à la fin, tu auras un petit cadeau. Voilà. Ils remplissent ton questionnaire, tu as de la data et à la fin, tu récoltes leur mail et tu leur dis par exemple, tu peux avoir, tu es en liste VIP, tu auras des offres quotidiennes, enfin tu mythos pas là-dessus, prépare quand même une offre que tu pourrais leur faire à ces gens-là qui vont réellement t'aider pour le coup. Donc ça c'est cool. T'envoies ce questionnaire à fond, tu peux t'aider des influenceurs. Synésie, ils sont passés de 30 réponses à 150 en l'espace de 48 heures, avec une mini-influenceuse de 2000 abonnés, mais qui était dans la niche je crois, de la sinusite ou des rhumes. Elle a juste mis en story le Google Form. Ils sont passés de 30-40 à 150 réponses en 48 heures. Donc, encore une fois, retourne les réseaux sociaux, n'envoie pas que des DM. Va dans des groupes Facebook, mets-le en avant, fais-le remplir à des proches s'ils sont la cible. Va voir des nano-influenceurs, dis-leur de mettre en story parce que tu règles ce problème-là, que ça pourrait plaire à leur audience. Tu retournes les réseaux finalement avec ça. Ça, c'est cool parce que tu vas récolter beaucoup de réponses et après, tu les analyses. Il y a des camemberts, il y a de la data et tu vas voir à quel point les gens ont pris conscience. Encore une fois, ça, c'est la deuxième version de la prise de conscience.
Et tu parles de ta solution hein, dans ce sondage. T'en parles pas directement. En fait, c'est crescendo. Tu parles de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quel est ce problème que tu as au quotidien, à quel point il est important et impactant dans ta life, etc. Et au fur et à mesure, là, tu commences à développer ton idée. Combien d'argent tu es prêt à mettre pour acheter mon produit, etc., etc. Et à la fin, finalement, tu récoltes de la data et tu vas réellement savoir les gens sont prêts à mettre combien dans ton budget, enfin dans ton produit, à quel point ils sont hypés par ton projet. Ça, c'est magnifique pour avoir une connaissance cliente qui est ultra poussée. Ensuite, tu vas parler bien sûr des bénéfices, des frustrations, etc. Se différencier sur ta niche. Hop là, je suis peut-être allé un peu trop vite, non? Oui, ah oui, la connaissance produit, je vous avais pas fait une slide dessus parce que c'est très simple. Tu achètes ton produit et tu l'utilises, mais tu le retournes. C'est-à-dire, le but, c'est de savoir les limites de ton produit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on peut pas faire avec, qu'est-ce qui permet de faire, qu'est-ce qui permet de pas faire avec, pour que finalement, tu deviennes un expert de ce produit-là. Et en fait, si les gens te voient comme un expert, ils vont te faire confiance et ils vont vouloir acheter chez toi. Un expert donne confiance et rassure forcément. Donc le but, c'est vraiment utiliser ton produit, savoir ce qu'il permet de faire, etc. Dès que la connaissance produit est faite, maîtriser la concurrence. Donc ça, tu fais un tableau, concurrence, tu mets les noms, le trafic sur les derniers mois, à quel point ils sont différents, leurs avantages, leurs inconvénients, etc., etc. Maintenant, comment te différencier sur ta niche? Parce que c'est avant tout ça le positionnement, c'est être différent des autres. Et en fait, tu as plusieurs manières de te différencier. Tu as via le concept, un peu comme la marque Un Bon Maillot qui a fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils vendent des maillots de foot. Des personnes qui vendent des maillots de foot, des boutiques qui vendent des maillots de foot, il y en a des millions sur Terre. Eux, ils ont réussi à être différents avec un concept. Tu reçois une box mystère, tu ne sais pas quel maillot tu reçois dedans, mais en tant que fan de foot, il y a de grandes chances que tu aimes bien porter un beau maillot, même si c'est pas ton équipe favorite. Par contre, tu peux mettre l'équipe que tu n'as pas envie de recevoir. Tu es un supporter de Marseille et tu arrives avec un maillot de Paris, je pense que tu auras des avis négatifs en tout cas. Donc tu peux mettre l'équipe que tu n'as pas envie de recevoir quand même. Mais ça, c'est cool. Tu as un concept qui est trop bien. Ils ont retourné le marché avec ce concept-là, qui est insane. Formule, ingrédients, Nahali. Ils ont du safran qui vient d'Afghanistan et qui permet de calmer l'anxiété et le stress. Magnifique, tu arrives avec une formule qui est complètement différente de toutes les autres marques de compléments alimentaires anti-stress. Ils ont cassé le marché en deux. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a le marketing, les fondeurs et tout ce qui va avec, mais c'est avant tout leurs mots-clés et ce pourquoi les gens achètent leurs produits. Et pareil pour Exode naturel, déodorant, ils ont de l'huile de nigel, c'est les seuls à faire ça, en tout cas ça a été les premiers. Ils ont cassé en deux le marché du déodorant naturel en France. Formule, ingrédients. Promesse, ciblage. Ce que je vous disais avec Nivea Paris, tu peux arriver avec un ciblage différent, du coup avec une promesse différente, pourtant avec le même produit que tes concurrents, tu peux casser le marché en deux. Tu peux arriver avec un branding différent, comme la marque La Mer, qui est justement dans la cosmétique, qui vend des crèmes hydratantes, etc., mais qui a un branding tellement poussé, tellement insane, qu'ils arrivent à pricer plus cher et les gens leur font confiance. Pourtant, ils vendent les mêmes produits de la même qualité qu'une crème hydratante à 15 balles, sauf qu'eux, ils la vendent 80. Et ils arrivent à casser le marché. C'est la pire chose, le branding pour un débutant. Tu ne te différencies pas là-dessus. Beaucoup de boulot, ça demande d'être chaud en design, ça demande d'avoir du but, ça demande d'être bien entouré. Toujours mettre de la logique. Comment tu peux te différencier? Va pas te différencier sur le branding, ça demande d'être ultra chaud. Est-ce que tu as les compétences pour te différencier sur le branding? Si tu les as pas, ne fais pas ça. Donc ça, encore une fois, utilise tes forces à toi en tant que fondeur et aussi à ton produit, etc. Ou sinon, tu peux être différent avec le produit. Tu arrives sur un marché qui permet de résoudre un problème avec un produit complètement différent. Synésie, c'est ça. Tu soulages tes douleurs de sinus, tu soulages ton allergie au pollen avec un produit complètement différent de ce qu'il y a d'habitude. Du coup, nous, sur quoi on s'est différencié? Merde, un peu trop tard, je vous ai mis les exemples là. Là, ici, typologie aussi, ultra chaud en cosmétique, qui s'est différencié avec un branding finalement, ultra cool. Ça, La Mer, comme je vous ai dit, là c'est l'aspect branding ultra. C'est une crème hydratante qui réellement, c'est la même que celle-ci. Sauf que c'est ça. C'est plus sexy quand même. C'est mieux brandé. Et c'est là-dessus qu'ils se sont différenciés. Du coup, nous, on s'est différencié sur 4 choses. Branding, parce qu'ils sont deux, Johan et Jules. Johan, elle est ultra forte en branding. Vous allez voir le site qu'ils ont créé, c'est le meilleur site que j'ai pu voir d'élèves accompagnés. Donc eux, sur le branding, parce que finalement, ils ont utilisé leur force. Elle a fait 15 ans d'école de design. Let's go, viens, on casse le marché grâce à ton branding. Le produit, on arrive avec un produit différent. Et la promesse, parce que forcément, on va soulager les douleurs de sinus, etc. grâce à la lumière rouge. Du coup, la promesse est différente. Ok, on a 3 choses qui nous différencient. Ne cherche pas à être différent sur absolument tout. Cherche quand même à être aligné avec tes concurrents sur quelques trucs. Par contre, il y a 2-3 éléments qui vont te différencier. C'est un peu comme moi en tant que coach. En soi, je fais des vidéos TikTok et des vidéos YouTube.
comme la majorité des coachs, Yomi fait des vidéos YouTube et des vidéos TikTok, Jonathan Ecom aussi, Marcus Lawrence, enfin bref, tout ce que vous connaissez, ils font le même contenu, pas que moi, mais sur les mêmes plateformes. Là où on se différencie, c'est sur 2-3 petits trucs. Par exemple, sur les promesses. Moi, j'ai pas de miniature. Moi, des fois, je bégaye dans mes contenus, je le garde au montage. C'est pas ultra bien soigné. Là-dessus, je me différencie. Et encore sur 2-3 autres trucs, ma méthode, organique, eux, ils le font pas. Donc, sois aligné avec plein de trucs pour pas que les gens te voient comme un alien sur ton marché, mais par contre, sois différent sur 2-3 éléments précis. Donc, ensuite, on a validé le positionnement, on est passé au branding masterclass qui nous ont pondu. Ça, c'est que des photos faites à l'iPhone, c'est eux. Hein. C'est pas de l'IA, c'est Johan et c'est Jules. Que de l'iPhone fait en une après-midi et juste des inspirations. C'est insane quand même. Et du coup, c'est là où je vous disais, prenez vos forces pour justement être différent. Voilà les forces. Tu arrives avec ce genre de photos sur ton site, mais tu casses le marché. Tu as un feed organique qui est comme ça, c'est magnifique. C'est pas des photos AliExpress, ça donne envie, ça fait pro. Donc eux, le branding. Donc en fait, quand tu fais le branding, c'est pas juste une charte graphique. Hein. Le branding, c'est non seulement une charte graphique, des couleurs, une typo, un logo, etc. Mais c'est avant tout des valeurs. Apple, s'ils sont la marque numéro 1 et la plus riche qui existait de l'histoire, c'est pas juste une histoire de charte graphique, c'est avant tout un branding. C'est une pensée, les valeurs finalement qui transmettent. C'est ça qui donne envie d'acheter du Apple. Pareil pour Harley Davidson, pareil pour Nike, c'est avant tout un branding. Quand tu achètes un t-shirt Nike à 90 balles, tu as le même t-shirt, la même qualité, juste sans la virgule, à 5 € sur AliExpress. Pourquoi tu mets 85 € de plus dans un t-shirt avec une virgule sur la poitrine? Parce que c'est Nike. Et quand tu portes du Nike, tu as envie de te dépasser, tu as envie de faire du sport, etc. C'est ça le branding, c'est les valeurs. Donc, nous, non seulement on a créé la charte graphique, et ensuite, on a créé finalement ça, c'est ce truc, les valeurs. En fait, tu vas faire un champ lexical un peu comme ça, avec des mots en gras, en gros, en petit, en moyen, et ça va un petit peu être un aperçu d'à quel point tu vas mettre en avant ces valeurs-là, ce mot-là, cette problématique-là. Ça permet finalement de voir un petit peu dans ton marketing comment tu vas te débrouiller dans ton copywriting, tes promesses, etc. Nous, on a vu, ça, bien sûr, tu te bases sur ta connaissance client. Sinus, sinusite, on voit que c'est clairement les deux mots qui reviennent le plus, c'est clairement les deux problématiques que les gens ont envie de régler. Ça va être partout sur notre site, partout. Symptômes, rhume, allergie, c'est beaucoup revenu. Ok, ça quand même, on le met en gras, un peu plus petit, mais ça va revenir. Par contre, respiration que vous voyez à côté de symptômes, c'est revenu très peu, c'est quand même revenu 2-3 fois, on le met, mais pas énormément. Ça, c'est un peu comment tu vas parler à ta cible. C'est ton vocabulaire, finalement, du quotidien avec ta marque. Ultra important. Le branding, on attaque la création de site. Alors, création de site, soit tu prends un thème gratuit, soit tu prends un thème payant. Si tu as de l'argent, je te conseille un thème payant. Le thème Impact, il vaut 400 balles, tu peux faire des dingueries avec. Si tu es très chaud, tu peux prendre Gempage à 30 € par mois. Tu drag and drop, tu peux faire des très bons sites. Mais après, tu peux en vrai te débrouiller avec un thème gratuit. Tu installes l'application Section Store et tu vas acheter des sections à 10 balles. Mais tu vas en acheter 5, 6, tu te prépares un petit budget de 50 €. Et le fait de rajouter des sections, parce que dans le thème Sense ou le thème Down, on sait très bien que c'est compliqué, tu es très limité dans ta création, dans ta liberté. Donc, tu vas acheter des sections qui ne sont pas disponibles dans ces thèmes-là pour pouvoir faire un bon site. OK? Donc ça, nous, on a pris le thème Impact, 400 balles. On a pris un budget de 30 à 40 € pour les sections. Donc, en tout, ça nous a coûté 450 balles pour faire le site. Donc, super, parce qu'on voulait avoir un bon site. Et le début, quand même, ton site, c'est ultra important. C'est là-dessus que les gens vont mettre leur code de carte bleue. C'est ultra important. Il faut qu'ils se sentent ultra safe de mettre leur code de carte bleue sur ton site. Donc, arrive avec un site qui est clean quand même. Site, il y a 6 choses qui sont ultra importantes. Ces 6 choses-là, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est Carl Wish. Carl Wish, il travaille avec AG1, une marque de compléments alimentaires numéro 1 dans le monde. C'est la plus grosse marque de compléments alimentaires au monde, AG1. Ils font plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ce mec-là s'occupe justement de tout ce qui est optimisation de site, etc. Donc il est bien placé pour parler. Il travaille avec The Hoodie aussi. Toutes les plus grosses marques qu'il travaille avec. Il a sorti une masterclass sur X qui a chamboulé le marché e-com avec la valeur qu'il a transmise, où il dit, voilà les 6 éléments en commun que je retrouve à chaque fois sur les sites qui font plus de 10 millions de dollars par an de chiffre d'affaires. Et c'est toujours les mêmes choses. Et c'est exactement ce que je vais vous présenter là. Numéro 1, la proposition de valeur. Quand on arrive sur ton site, il ne faut pas qu'on ait le besoin de scroller pour savoir que tu es différent des autres et quels bénéfices on va ressentir en utilisant ton produit. Si on a besoin de scroller, on a besoin de faire un effort. Si on a besoin de faire un effort, on perd du temps. On a envie de se barrer. Donc dès qu'on arrive sur ton site, là par exemple, je vous ai pris un screen. C'est vraiment juste au scroll. C'est-à-dire là, si tu as envie d'aller plus en bas, il va falloir scroller si tu es sur ton PC. Magnifique parce que quand tu arrives... Bon, pareil, sur mobile, il faut que ça soit adapté. Hein.
Respirer enfin librement, la thérapie par lumière rouge. Bon, eux, ils ont fait plusieurs tests. Au début, c'était une autre proposition de valeur. Mais globalement, on arrive, tu sais ceux qui vendent, tu as le produit à disposition, visuellement. Ultra important de savoir ce que tu vends. Et aussi, tu sais ce qu'ils vendent et pourquoi ils sont différents via le texte. Et en fait, dans le texte, tu as à la fois la promesse, juste ici. Donc la promesse, c'est qu'est-ce que tu vas nous permettre de faire, en combien de temps, sans forcément faire quoi. Donc objectif, en X temps, sans objection principale. Donc si je vends un bain glacé, là, comme je vous ai dit, soulage tes douleurs musculaires en 21 jours, sans devoir faire des étirements chiants ou je sais pas quoi. En gros, vous avez compris l'idée. Donc ça. Ensuite, là, bon, eux, ils ont changé, mais au début, c'était ça. Ensuite, ici, tu as le process. Donc, il y a la promesse, c'est sur une seule phrase, 2 phrases max. Là, tu as le process. Donc, tu développes un peu plus la promesse pour que finalement, tu répondes à la question « Comment tu vas nous permettre d'atteindre la promesse ?» Et donc là, tu développes un peu plus ta solution. La thérapie par lumière rouge pour déboucher naturellement vos sinus et apaiser l'inflammation. Super. Call to action. Les call to action, c'est en fait, c'est le bouton le plus important de ton site. Si on le voit pas, on clique pas. Si on clique pas, on n'achète pas. Donc, mets-le en avant, que ça soit dans sa grandeur, que ça soit dans sa couleur. Il faut qu'il y ait un contraste. Donc là, c'est magnifique. Et très souvent, vous mettez des images, mais par-dessus, le call to action, il n'est pas très clair. Il n'y a pas un énorme contraste. Du coup, on ne le voit pas. Là, on le voit super bien. Le copywriting, il est cool. Arrêtez avec les acheter maintenant, en savoir plus, découvrir. C'est vu et revu. Vous pouvez vous différencier aussi sur les call to action. Il faut donner envie à la personne de cliquer finalement sur les boutons qui sont sur votre site. Mettez des promesses. Je libère mes sinus. Je soulage mes migraines, etc., etc. Vous pouvez aller encore plus loin. Donc ça, c'est cool. Et mettez un peu de social proof. La social proof, c'est la chose que vous pouvez mettre en illimité sur votre site. Mais vraiment en illimité, vous pouvez en abuser. D'ailleurs, faut en abuser de la social proof, sinon on vous fait pas confiance. 13 000 personnes soulagées, 5 étoiles Trustpilot. Les étoiles Trustpilot, les gens sont assez conscients des étoiles Trustpilot. Donc quand t'en mets, c'est très souvent gage de qualité. Juste le fait de voir des étoiles Trustpilot, tu sais que c'est de la qualité derrière. C'est très influençable et persuasif. Donc ça, tu mets une belle image, parfait, on est bon. Déjà, proposition de valeur numéro 1. Deuxième élément indispensable sur le site, il y en a 6 en tout, 7 je crois. Deuxième, c'est la trust, c'est la confiance. Tu as 3 manières d'apporter de la confiance sur ton site. Logo de média, donc nous on a mis France 5, Top, c'est pas réel, hein. Encore une fois, on n'est pas vraiment passé sur France 5. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a qui trouvent ça pas éthique, il y en a où c'est ok. Sache que dans tous les cas, dans une société, comme je le redis, capitaliste comme la nôtre, si tu mets pas ça, les gens n'achètent pas. Donc si tu veux pas le mettre, c'est ok. Ne te plains pas que t'as pas de conversion après. Encore, si tu mets pas tous ces trucs-là, les gens n'achèteront pas chez toi, c'est mort. Donc autant au début mentir un petit peu, mais c'est pour le bien des gens. Le but c'est pas de les niquer, c'est de leur vendre un produit qui est cool, qui va vraiment les soulager. Donc tu mets ça pour les pousser à acheter. Mais du coup, le produit, tu vas les soulager, donc tu vas les aider. Et après, tu peux remplacer ces éléments quand ils seront réels. Parce que quand tu vas développer ta brand, bah là, tu vas vraiment passer dans des articles, etc., etc. Donc au début, ça peut être fake du moment que tu t'arnaques pas les gens finalement. Trust, logo de média, science, article scientifique. En gros, c'est ça, la trust. Donc nous, on en a mis 3. On a mis cette section-là, on a mis la section science, et ensuite, ces 3 sections, je vous ai... Donc ça, c'est juste en dessous de la proposition de valeur. Ça, pareil. Ça, par contre, j'ai pris un screen, c'est un peu plus en bas sur la page d'accueil. Donc ça, c'est cool. Pareil, illimité la trust, social proof. Je vous dis, ça, c'est illimité aussi. Avis témoignage vidéo, avis client photo, pas que textuel. La majorité des dropshippers, ils mettent juste du texte. On sait très bien que c'est fake de mettre du texte. Par contre, si tu rajoutes une image de la personne, là, ok, on parle sérieux. ChatGPT, ou sinon des vraies images. Moi, ce que je conseille, c'est fais livrer 5 de tes produits à ta cible. Quand tu es en train de leur parler en amont dans le positionnement, tu leur fais livrer le produit et tu leur dis, bah écoute, je te l'envoie gratuitement. Par contre, en échange, j'aimerais bien un témoignage, enfin juste même une photo en fait de toi avec le produit, quoi. Et en fait, ça peut être ça le cadeau que tu peux faire. Quand je vous ai dit là, quand tu fais le sondage, un cadeau, bah ça peut être mets ton mail et tu recevras un produit gratuit. Et en revanche, tu peux dire, tu reçois un produit gratuit contre ça. Donc ça, c'est cool parce que du coup, tu es en train de relier toutes les étapes que tu dois faire. C'est gratuit, tu reçois du vrai content, tu mens pas, c'est magnifique. Donc tout le temps mettre des avis clients avec des images. Il faut qu'on voit le visage des gens. Déjà, ça humanise ton site. Très souvent, un dropshipper, il y a 0 humain sur son site. Là, au moins, il y a de l'humain. On voit que c'est pas fake. Enfin, t'arrives sur un site comme ça, tu dis ok, c'est carré. Genre Laurence, Justine, Vincent, Philippe, Elsa, ils ont vraiment utilisé le produit, ils sont vraiment satisfaits. Ça, t'en abuses. La social proof, tu peux en mettre illimité sur ton site. 4e élément, le copywriting, l'un des leviers le plus important en e-commerce, la force des mots. Ne mets pas des gros pavés, parce qu'on les connaît, les gens qui mettent des gros pavés parce qu'ils veulent tellement justifier que leur méthode est bonne qu'ils ont envie d'en parler pendant longtemps. Non, t'as pas besoin de parler longtemps pour que les gens comprennent que ton idée est bonne.
La base du marketing, c'est l'échange de croyances. Tu n'as pas besoin de mettre que des bénéfices en avant. Il faut vraiment que tu crées une croyance chez ton client que ta solution est la meilleure. Et les gens qui font le plus d'argent à l'heure actuelle sur Terre dans n'importe quelle niche, c'est parce qu'ils sont forts pour te faire croire que c'est les meilleurs. Donc le marketing, c'est juste une histoire de croyance à devoir faire échanger en tout cas avec ton avatar. Ça passe par le copy, c'est-à-dire bullet point, pas trop long, sur une ligne, des mots qui sont impactants, tu réutilises le langage de ta cible. Elle t'a dit 10 fois que elle, ce qu'elle aime pas, c'est utiliser des méthodes médicamenteuses, mais comme quoi, voilà, 10 fois moins cher que les traitements médicamenteux. Réutilise ses problématiques, ses envies, ses désirs, etc. et les mêmes mots qu'elle utilise au quotidien. Il y a des images comme celle-ci dans le carrousel, 5 raisons d'essayer Synésie. Le copy, il est magnifique. Comment ça marche? Étape 1, 2, 3, 4. C'est pas trop gros, c'est parfait. En fait, le copy, c'est tout ton texte. C'est juste ton texte sur ton site. Donc, pareil, là-dessus, fais attention à ton web design pour pas que ça prenne beaucoup de place. Sois ultra impactant dans les mots que tu utilises et la formulation de tes phrases. Ça, c'est une compétence à part entière. C'est-à-dire que t'en as qui font des millions par an juste parce qu'ils sont les meilleurs copywriters du monde. Donc, c'est un métier à part entière, le copywriting. Formez-vous là-dessus. Vous avez des livres, vous avez pas mal de contenu, vous avez des créateurs de contenu qui peuvent vous aider. Allez dessus. Ultra important. Très souvent, un débutant, c'est là où il galère, c'est le copywriting. 5e point, hop, offre irrésistible, bundle. Il y a un e-commerçant français qui s'appelle KL, pour ceux qui connaissent, qui a fait une vidéo avec le créateur de White Bundle et qui était plutôt cool sur YouTube. White Bundle, c'est une application qui permet justement de créer des offres comme ça irrésistibles. Et dans cette vidéo, le créateur de White Bundle, il dit « Moi, j'ai accès à des marques qui utilisent mon app. Ils font des centaines de millions de chiffres d'affaires par an. C'est insane. » Bon, ils sont aux États-Unis parce qu'en France, faire des chiffres comme ça, c'est compliqué. Et moi, je sais à chaque fois que les marques qui font beaucoup de millions, ils ont une offre qui est tout le temps bien pressée. En tout cas, il y a des choses qui se ressemblent. C'est à chaque fois faire une offre avec 3 offres. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. Mais c'est faire un bundle avec finalement 3 choix. Hop là. Tac. Faire un bundle avec 3 offres. Offre 1, offre 2, offre 3. Et en fait, tu crées l'effet de contraste. C'est un peu comme au cinéma avec je pense que vous la connaissez, la métaphore des pop-corn. Tu as le premier paquet à 3 €, tu as le deuxième à 4,50 € et tu as le gros à 5 €. Qu'est-ce que tu te dis? Vas-y, en vrai, pour 50 centimes, je prends le gros. Parce que c'est mieux que prendre un médium. Et du coup, tu prends le gros. Et en fait, c'est ça l'effet de contraste. Apple l'utilise super bien, toutes les grosses marques l'utilisent bien. Et c'est un peu comme ça que tu peux l'utiliser dans ton bundle. 3 offres. La petite, tu peux la faire à 49. La deuxième, tu la fais à 69. Même pas, la deuxième, tu la fais à 64. Et la troisième, tu la fais à 69. Et en fait, tu es ultra rentable sur la troisième. Et du coup, tout le monde va foncer dessus parce qu'ils vont comparer les deux. Ils vont dire, vas-y, pour 4 € de plus, je vais sur la plus grosse. Et là, tu peux créer un effet de contraste. Et c'est là où tu peux être ultra rentable. Donc, nous, on a décidé de partir sur ce bundle. 2 offres, une offre unique et une deuxième offre avec 2 Synésie confort. Et il faut offrir des produits. Dans une offre irrésistible, tu offres des choses. Plus tu offres des choses, plus la valeur perçue va monter, plus les gens ils vont vouloir acheter ton produit parce que tu lui donnes des choses, tu lui offres des choses. Ok? Donc Space Good le met en place. Tous les sites que je vous cite au quotidien donnent des produits gratuits. Donc nous, on a choisi des embouts, donc finalement ce que tu te mets dans les narines, ça t'en as 4 offerts, et tu as un petit e-book pour maximiser les bienfaits de la photothérapie. Tu mets en avant le fait que normalement ça coûte ce prix-là, tu le barres et tu dis offert. Là, ça a beaucoup d'impact. Le e-book, on dit qu'il est à 20 €. Non. Mais par contre, on le dit, et on dit qu'il est offert. Pareil, les embouts, on dit qu'ils sont à 6 €. Et en fait, là, un cerveau humain classique, il va se dire, attends, putain, donc je suis en train de faire une affaire de ouf. 20 €, je paye pas. 6 € je paye pas. Ok, let's go, tu sais quoi, je prends finalement l'offre du haut parce que j'ai ça qui est offert avec. Donc toujours offrir des choses pour que les gens aient une persuasion de ton offre qui est ultra irrésistible. Bien sûr, quand on parle d'offre, on parle aussi de bundle, on parle de produits gratuits et on parle de ce qui est à droite, la livraison, tu l'offres au début. Ça crée des freins à l'achat en fait si tu fais payer la livraison. Donc ne la fais pas payer, tu la fais gratuite pour tout le monde. Au moins, il n'y a pas de frein à l'achat. Il faut vraiment qu'il y ait le moins de freins à l'achat quand tu crées un business. 30 jours d'essai 100% satisfait remboursé, tu mets en avant ta garantie via une section. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Tu commandes, tu testes et tu es satisfait remboursé, tout simplement. Donc entre la garantie, la livraison, le bundle, les produits offerts, mais déjà, tu es parfait pour démarrer un business avec une offre qui va casser le marché en deux. Dernier élément, après on va passer à l'organique. L'urgence. Si tu mets pas d'urgence, les gens ils vont trouver des excuses pour pas acheter chez toi. Parce qu'ils vont dire, c'est quoi, j'achète demain, vas-y, il faut mettre la carte, je l'ai pas sur moi, puis flemme de la chercher. Bref, les excuses que vous connaissez au quotidien. Mets de l'urgence pour que finalement tu les mets dos au mur pour que c'est maintenant ou jamais. Panier sauvegardé pendant 4 minutes 36. Nous, on a installé un plugin qui est gratuit qui s'appelle ATM Cart Slide. Il est gratuit sur Shopify. Et du coup, tu peux mettre de l'urgence comme ça.
Les gens, dès qu'ils ajoutent au panier, ils voient ça. Donc en fait, il y a de l'urgence, tu es en mode putain, vite, rupture de stock imminente, let's go. Et après, tu mets plus que 4 appareils. Donc là, c'est par exemple 4 éléments qu'on a mis pour créer de l'urgence et de la rareté. Donc ça, c'est cool. T'as pas besoin d'abuser. Genre, mets pas des énormes timers à l'américaine. Genre, juste avec parcimonie, par-ci, par-là. Tu peux utiliser des mots aussi. Dès maintenant, dès aujourd'hui, uniquement maintenant. Ça, c'est cool. Et là, parfait. Bah, t'as un site déjà qui remplit tous les éléments et t'es meilleur que 90% des débutants. Après, je vous dis pas que c'est simple à faire, mais au moins, vous avez tout ça. Dernière étape. Comment créer la machine à cash? Donc, le testing en organique avec une approche scientifique. Et ensuite, le scaling en ads. Donc, en fait, ça va être simple. Quand tu démarres TikTok, Instagram, tu crées un compte, c'est gratuit. Tu vas faire une veille de contenu. Donc en gros, tu vas voir les contenus qui reviennent le plus, les formats, etc. Les formats, les angles, par exemple, tu vas taper là sinusite, tu vas taper les marques en question sur la barre de recherche TikTok, tu vas voir les contenus qui font des millions de vues et tu vas voir que très souvent, c'est à chaque fois les mêmes formats, les mêmes hooks, les mêmes angles marketing. Une fois que tu as fait ta veille, que tu l'as mis de côté, que tu as des centaines de contenus à disposition sur lesquels t'inspirer, ben, tu vas les tester, tu vas faire une vidéo par jour, minimum. Fais-en le plus possible. Si tu mets 3 cannes à pêche en même temps, tu vas pouvoir pêcher 3 fois plus de poissons que si tu n'en mets qu'une. Donc, encore une fois, fais 3 fois plus de contenu. Donc, une, c'est grand minimum. Si tu peux en faire 5 par jour, fais-en 5 par jour. Du coup, tu vas être 5 fois plus visible. Donc, c'est mieux. Donc, minimum une vidéo par jour qui s'inspire des angles. On ne crée pas la roue. On reprend juste ce qui a fait ses preuves. Ensuite, dès qu'on a une vidéo par jour, au début, ça marche pas. Faut pas s'attendre à faire des millions de vues dès le jour 1. Ça marche pas, tu galères, tu commences à te démotiver. Je vous dis un petit peu le process, comment ça se passe. Tu commences à te démotiver, tu te faisais des films, tu pensais que tout le monde allait kiffer ton produit, puis ensuite, en fait, tu te rends compte que tout le monde s'en bat les couilles. Donc tu continues, tu commences à en avoir marre parce que ça fait 2 semaines que tu fais de l'organique, tu n'as toujours pas de résultat. Tu commences à mettre un petit peu en doute cette méthode-là. Tu te dis, putain, si je faisais de l'AD, ça serait peut-être mieux. Et en fait, c'est là où, généralement, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des business, bien sûr, mais si tu fais bien les choses, ça va fonctionner à un moment donné. L'objectif, c'est quand je dis approche scientifique, c'est tous les jours, tu analyses le contenu que tu as posté la veille. Même s'il va continuer à grossir, analyse-le. Parce qu'en vrai, un contenu qui devient viral, très souvent, je dis pas tout le temps, c'est au bout de 24 heures que tu vois. Tu le postes, au bout de 24 heures, il a déjà fait des dizaines de milliers de vues, voire des millions de vues pour les plus gros, mais ça, c'est très rare sur le marché français. Mais en tout cas, des dizaines de milliers de vues, voire même des centaines. Donc, tu analyses au bout de 24 heures. Mais quand je dis tu analyses, c'est tu te poses 1 heure, tu regardes. Pourquoi il n'a pas fonctionné? C'était quoi le hook? Pourquoi il a fonctionné? Pourquoi il a fonctionné à moitié? Pourquoi j'ai reçu ce commentaire? Tu essayes de décortiquer tous les éléments finalement de ton content pour t'améliorer au fur et à mesure. Le fait que tu améliores ta création de contenu jour après jour, tu affines ta vision, tu deviens meilleur, tu améliores tes contenus et après, l'objectif c'est de faire 3 ventes par jour pendant 10 jours d'affilée pour avoir un testing qui est rentable. Ça va arriver tôt ou tard. Encore une fois, c'est une compétence la création de contenu. Ne t'attends pas à avoir des résultats au bout de 48 heures parce que là, tu es en train d'attaquer un nouveau métier finalement. Il y en a juste, leur métier, c'est de vivre de la création de contenu. Enfin, voilà, vous connaissez la plupart des youtubeurs, etc. Donc, c'est une réelle compétence. Pour ça, ça prend du temps avant que le momentum se crée. Des fois, non. Des fois, ça peut prendre dès le jour 1. J'ai des élèves où ça a pris dès le jour 1, mais c'est rare. Le but, c'est d'arriver à 3 ventes par jour. En organique, c'est large. 3 ventes par jour, tu peux les faire si jamais tu as du bon contenu. Le but, c'est essayer de les faire 10 jours d'affilée pour vraiment être sûr qu'il y ait une stabilité et que les gens, ils ont validé ton produit. C'est à partir de là où on parle de product, market, fit. Enfin, on y est arrivé. Depuis tout le temps qu'on a créé ce projet de zéro, on est enfin arrivé et je vais reprendre Synésie après pour vous dire comment ça s'est passé tout ça. On arrive aux 3 ventes par jour pendant 10 jours. Là, let's go. On peut commencer à scaler en ads. Je vais vous dire comment scaler en ads après. Tu scales en ads, tu reprends les contenus qui ont bien fonctionné, tu fais un point sur tes contents, ta conversion, ton budget et ensuite, let's go, on fonce vers les 10K par mois minimum. Comment ça s'est passé avec Synésie? Alors, déjà, le B.A.B.A. Quand tu crées un compte Insta, ou même un organique TikTok. Le nom ne te casse pas la tête. Pareil, il y en a trop qui se cassent la tête avec ça. Tu peux rajouter .fr, tu peux mettre MySynésie. Enfin, te casse pas la tête encore une fois. Vous prenez trop de temps à un nom. Un nom, ça marche pas. T'en testes un autre. Tu testes .fr, tu testes .com, tu testes MySynésie, le nom de ta marque à côté, ça marche toujours. Ça, le B.A.B.A. de la bio efficace. 3 lignes. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es différent? Et pourquoi je devrais te faire confiance? Qu'est-ce que tu fais? On t'aide à soulager tes sinus, rhume, allergies grâce à la photothérapie. Pourquoi tu es différent? Parce que on est backé par la science, en gros. Pourquoi je devrais te faire confiance? 13 000 utilisateurs soulagés. Le lien de ton site, fin de l'histoire, merci, au revoir. Le logo, pareil, sobre. Et ça, tu fais comme Boku, tu fais comme Synésie, tu fais comme Naali, c'est la même chose. C'est le logo de ta marque en texte, un logo qui est clair, fin de l'histoire. Et après, story à la une,
Donc le but, c'est de répondre aux questions, péter les objections. Tu mets social proof, témoignage, science, si jamais il y en a, cinésie confort, donc en gros là tu mets des images de ton produit en lifestyle, histoire qu'on se visualise de comment on utilise ton produit, qu'on le voit finalement en place, en avant et en pleine utilisation. FAQ, pour répondre aux questions. Notre histoire, si jamais, mais ça c'est pas obligé. Utilisation, pareil, tu mets ton produit, comment l'utiliser, étape 1, 2, 3, etc., etc. Donc voilà, ça en tout cas vous avez un exemple. Pareil, le branding, s'il vous plaît, quand même. Le branding, tu fais attention, les couleurs, les typos, tu fais en sorte que ça soit pas catastrophique. Là, on arrive sur ça, honnêtement, tu es en mode, ouais, bah c'est les 8700 abonnés, t'y crois. On va revenir après parce que, bref. Mais t'y crois, là, pour le coup, au compte. Ensuite, tu vas créer 3 posts épinglés. Après, c'est la fin du B.A.B.A. 3 posts épinglés, t'en crées un où tu mets par exemple la science. Comment la photothérapie peut-elle soulager vos problèmes de rhume? En fait, tu arrives avec une nouvelle solution. Donc forcément, les gens, ils vont être en mode, mais de quoi il me parle? Genre, sa solution, elle marche vraiment. En fait, ça va être ça. Genre, sa solution, elle marche vraiment. Ben tiens, regarde le post épinglé. Comment la photothérapie peut-elle soulager? Et là, tu développes ta solution pour montrer comme quoi elle a été backée, testée, etc. Là, après, tu peux faire un deuxième post épinglé sur l'utilisation de ton produit. Donc, tu peux mettre des petits mots-clés, genre nez bouché, sinusite, allergie, rhume, nez sec, etc. Et après, eux, ils ont mis une timeline pour que finalement, tu te projettes. OK, dès le jour 1, il va se passer ça. Dès le jour 7, il va se passer ça. Dès le jour 14, etc., etc. Avec un peu de social proof. Histoire que, pareil, il faut qu'on se visualise en train d'utiliser ton produit et à quoi s'attendre. Et ensuite, social proof, tu mets de l'humain, tu mets des avis, et let's go, tu bombardes. Donc là, tu as tes 3 posts épinglés, tu as tes FAQ, tu as ton branding, tu as ton logo et tu as ta bio. Enfin bref, tu es bien, tu as le B.A.B.A., tu l'as respecté. Sur TikTok, on parle juste de bio, mais il y a un peu moins de caractère. Donc tu essayes un petit peu de... En vrai, sur TikTok, tu peux juste mettre ça. À la limite, mets pas ces deux-là, mais mets juste qu'est-ce que tu fais, parce que tu as moins de place sur TikTok, donc forcément, tu mets juste la première phrase, et tu n'as pas de tutoriel à une, donc ça, on s'en fout, tu fais que sur Insta. Ok, let's go. Donc ça, après, on a fait tous les angles. Donc oui, moi, j'aime bien vous parler de lip balm, donc finalement, les baumes à lèvres. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la veille de contenu. En fait, tu vas taper ton mot-clé, et tu vas voir tout ce qui se fait. Tu vas voir qu'il y a du contenu qui fait 9 likes, 2 likes, ça, tu t'en fous. Par contre, tu as du contenu qui fait 80 likes. Et tu scrolles, et tu verras que les contenus qui font des vues, par exemple, lip balm, j'avais déjà fait un live là-dessus, à chaque fois, c'est les mêmes contenus, c'est des bouches de femmes de près qui sont en train de faire leur routine. Eh ben, let's go. Genre, si tu lances une marque de baume à lèvres, fais ça. Tu mets une bouche près qui est en train de meuf qui est en train de faire sa routine de baume à lèvres. En fait, tu reprends ce qui marche. C'est juste ça. Donc, tu fais ta veille, et du coup, nous, on a commencé, et voilà les résultats. C'était pas dingue. Quelques vues sur Insta, mais jamais plus de 300. Quelques vues sur TikTok, et encore, là, c'est parce qu'il y a eu l'effet boule de neige, je vous ai pris le screen il y a 2 jours, mais en vrai, on était sur 300-400 vues. Et eux, c'est encore pire parce qu'ils étaient en Thaïlande, donc il n'y avait pas de... Ils devaient avoir un... Comment on appelle ça? VPN, merci. Ils n'avaient pas de VPN, du coup, c'était le marché thaïlandais, ça faisait 4 vues, littéralement, pendant 2 semaines. Donc eux, vraiment, ils ont traversé quasiment la dépression. Genre Jules et Joanne, je les ai eu en appel à 2 doigts de pleurer parce que ils comprennent pas pourquoi ils font pas de vues, ils ont mis tellement d'énergie, tellement d'argent qu'ils commencent à bader sur leur projet parce que ça fait 2 semaines, ils n'ont pas de résultats. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Du coup, on commence à voir, mais en fait, ils me font du contenu qui est à chier, honnêtement. Ils me font des pranks. Ils me font des pranks. Genre, ils sont en train d'atchoumer sur des gens, d'éternuer sur des gens. Enfin, qu'est-ce que tu me fais? Ils me font du contenu avec énormément de texte. C'est normal que ça marche pas. Du coup, on est en train de revoir leur création de contenu. Je leur dis non, c'est vraiment pas bon ce que vous faites. C'est normal que ça marche pas. Et en fait, c'est ça qui est rassurant, c'est justifier que ça marche pas. Venez, on trouve la solution, ça va marcher. Donc, on check et let's go. Du coup, on continue et je crois que c'est la 3e semaine. On fait un contenu et j'envoie un truc à Joanne et je lui dis fais ça. Tu fais la même. C'est pas du tout dans leur niche, mais c'était un contenu facecam, storytelling, la personne racontait comment elle a réussi à se débrouiller d'une galère. Enfin bref, c'était une autre marque e-com aux US, pas du tout dans la même niche. Et je dis tu fais la même chose. On s'en fout si tu bégayes. D'ailleurs, bégaye dans la vidéo. Genre vraiment, sois ultra authentique et naturel. Tu verras, ça va péter, c'est ce qu'on appelle des ugly ads. Le fait de pas être en mode trop commercial, t'arrondis les bords, t'essayes d'être parfait dans ton contenu, ça fait trop marque e-commerce qui essaye de te vendre quelque chose. Par contre, on voit une meuf qui sort un truc de son nez à 2 cm de sa cam, qui parle de « putain, elle a réussi à trouver une solution contre son rhume », c'est authentique, les gens ils vont te faire confiance. Non, ça va pas marcher, je pense pas. Fais-le, tu verras. Elle prend 4 heures à faire ce contenu. C'est un contenu qui, littéralement, la vidéo dure 30 secondes. On n'a pas le... Non, 30 secondes. Elle prend 4 heures parce qu'elle se met la pression, elle refait le truc. On poste.
En 6 heures, le contenu il fait 120 000 vues et en l'espace de 2 semaines, il atteint 1,2 million et là, au fur et à mesure, maintenant, il a 1,6 million. Let's go. Ça, c'est la courbe, ce qui s'est passé. Vous voyez au début, les contenus à quelques milliers de vues, quelques centaines de vues, rien, nada, pas une vente. On poste ça pète, boum. On arrive à quasi 1 500 € de CA en l'espace de 24 heures. Le contenu commence, forcément, après, ça commence à baisser parce que faut refaire du contenu comme ça. Ça commence à baisser, mais par contre, ça s'est jamais arrêté. C'est-à-dire, on n'a jamais eu des jours à 0 vente. Il y a toujours eu au moins 1 à 2 ventes. Let's go. On a 2% de conversion en organique. Enfin, là, c'est bon, ça marche. Déjà, le site, c'est pas un problème. La preuve, les gens achètent. Et c'est bon, on a trouvé quelque chose. Et en fait, là, ce que tu dois faire, je sais pas si j'ai fait une slide là-dessus. Exactement. Dès que tu as un contenu qui fonctionne, tu refais la même chose, ne va pas me... Et si tu avais prévu de faire d'autres choses, tu mets une croix sur ce que tu avais prévu, tu refais la même chose. Et en fait, tu vas décortiquer ton contenu via cette équation qui est très simple. Cette équation, c'est ce qui a fait péter ton contenu. Tu as eu le bon format, qui a été couplé avec le bon angle marketing, qui a été couplé avec le bon persona que tu as target et qui a été couplé avec le bon produit que tu as mis en avant. C'est ces 4 choses, ce cocktail gagnant qui a fait que tu as réussi à faire 1,6 million de vues et faire 2 000 € en l'espace de 24 heures. Refais la même chose. Ce que tu vas juste changer, c'est justement le deuxième plan, le hook, les visuels, le call to action. Ça, c'est des éléments qui font pas partie du cocktail gagnant, mais que tu peux changer. C'est-à-dire, tu vas reprendre le même format, face cam, tu te filmes comme ça, angle marketing, donc eux, ils parlaient des sinus essentiellement, le persona, donc eux qui font face au sinus, et le produit, donc en gros, le dispositif nasal. Et tu vas changer le hook. Viens, on change le hook. Viens, on change le call to action. Viens, on change les visuels. Mais on change, encore une fois, approche scientifique. Tu changes un élément à la fois, pas plein de trucs. On a testé de changer les visuels. Nul à chier. On est retombé à 1000 vues. Donc, OK. Enfin, on a tenté, de changer le hook. Donc, en fait, on voit que le hook, on fait 1,6 million de vues avec ce cocktail. On reteste le même truc, mais juste on change le hook. On fait 1000 vues. OK, viens, on refait le hook. On refait le hook. 200 000, 300 000, 1 million, c'est le même hook. C'est la même chose à chaque fois. Et là, ça casse tout. OK, let's go, on a un hook. On a le hook qui attire enfin l'attention de notre cible. Quand tu rapproches tes narines à 2... Bon, c'est pas sexy, mais tu vas être obligé de faire ça. En gros, ça va être tes hooks publicitaires. Ça va... Après, on va essayer d'en trouver d'autres. Mais en tout cas, là, pour commencer, pour avoir de l'attraction et aller générer les 10 000 balles, déjà pour commencer de chiffre d'affaires par mois, tu sais que tu as ce hook qui fonctionne de ouf. Et là, on l'a refait. Carton, on l'a refait, carton. Et après, je vous ai pas mis d'autres screens, mais on l'a refait encore. Vous pouvez aller sur le TikTok de Cinésie, vous allez voir. On l'a refait plein de fois et à chaque fois, on sait qu'avec ce hook, on fait minimum 30 000 vues. Et c'est un peu moi, en tant aussi que coach, sur TikTok, quand j'ai envie de satisfaire mon ego avec du 30 000 vues, je sais que si je vous fais une analyse de site, vous allez la regarder. Et je sais qu'à chaque fois que je fais une analyse de site sur TikTok, ça fait des vues, parce que je sais pas pourquoi, mais vous kiffez tous quand on analyse des sites. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais pas mal, parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues, qui apportent finalement le plus de leads, etc., quoi. Voilà. Donc, en gros, tu refais ce qui fonctionne. Donc ça, on le refait. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé sur le mois de mars. Donc, on a fait 3 900 € de CA. C'est en organique. Donc, on fait 80% de marge, on est bien. On a 1,5% de taux de conversion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on voit qu'à chaque fois, voilà, on arrive à faire des ventes quasi tous les jours. Les 2-3 ventes par jour, quasiment, on les a sur 10 jours. Moi, il y a des critères que je respecte avant de scaler, parce que si tu scales mal ou tu scales vite, tu vas te brûler les ailes. Et en fait, si tu casses ton scaling en deux, tu casses quasiment ton business en deux. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir les 2-3 ventes par jour? Oui. Est-ce qu'on arrive à avoir minimum 1,5% de taux de conversion? C'est ultra important comme critère pour savoir si on a un site qui convertit et qui est scalable. C'est-à-dire qu'on peut commencer à scaler sur Facebook. Oui. On les a. Si on avait moins d'1,5, en vrai, si on a plus de 1, ça va, mais si on a moins de 1, avant de scaler, on va revoir le site quand même un petit peu. Est-ce qu'on a 1 à 2 formats avec beaucoup d'engagement? Là, pour le coup, on en a un, il y en a beaucoup d'engagement, donc let's go. Et en fait, c'est ces trucs-là que tu dois cocher avant de scaler. S'il y en a qui sont pas cochés, avant de scale, tu vas finalement essayer d'améliorer ton site si le taux de conversion il est cata. Si t'as pas de format vraiment à gros engagement, tu vas essayer d'en trouver un, donc tu vas continuer un petit peu l'orga. Si t'arrives pas à faire les 2-3 ventes, tu continues jusqu'à les avoir. Dès que tous ces cases-là sont cochées, tu scales. Nous, quand on a scalé, on a dû faire tout ça avant de scaler. On a dû acheter des abonnés Insta. Pourquoi? Parce que on scale sur Meta. C'est l'algorithme le plus puissant, le plus avancé, le plus profond, le plus intelligent. On va scaler là-dessus. Même si ça a pété sur TikTok, on va aller sur Meta. C'est pas parce que ça a pété sur TikTok que ça va pas tout casser sur Meta. C'est la même cible, c'est les mêmes problématiques, c'est le même marché. Par contre, sur Meta, notre compte Insta, il marche pas du tout. On avait genre 30 abonnés, alors que sur TikTok, ça cassait tout. Du coup, on va acheter des abonnés Insta. Parce que si on commence à scaler et qu'on a 30 abonnés, c'est pas crédible. En tant que client, tu arrives sur la page Insta, tu vois 30 personnes. Non.
Donc, on va acheter des abonnés. Mais c'est stratégique, c'est-à-dire c'est parce que c'est bon, on sait qu'on a de l'attraction, on sait qu'on scale, viens, on achète des abonnés, même si c'est pas du tout ce que je conseille de faire au début. Mais quand sur TikTok, tu casses tout et que tu es en train de scaler, achète des abonnés Insta pour que tu aies une belle vitrine, finalement. On refait la vitrine parce qu'elle était un peu cata, on achète des abonnés. C'est bon, on fait du stock en dropshipping parce que si tu commences à scaler et que tu as 30 produits en stock, ça va être compliqué. Hein. Si tu scales, que tu n'as plus de stock, tu vas devoir... Pareil, ça va casser ton scaling. Donc, on rachète du stock. On achète 200, 300, 400 produits pour être bien. On refait le site parce qu'il y avait des choses à améliorer. Même si le taux de conversion était bien, on fait face à Johan qui est designer, du coup, qui est forcément perfectionniste. Et ça, c'est chiant quand tu travailles avec des gens perfectionnistes. Du coup, on a dû refaire le site. Et après, ben, quand tu scales, tu fais ça. Hein. Tu fais une campagne ABO pour l'acquisition, une campagne ASC+ pour le scaling. Donc, tout ce que tu vas tester comme nouvelle créa toutes les semaines, tu vas les mettre dans ta campagne ABO. Et une fois que tu as des créas qui fonctionnent bien, tu les prends et tu la mets juste dans tes campagnes ASC+. ASC+, c'est méta. Tu lui donnes ton budget, il le gère. Donc, c'est l'algo, tu lui fais confiance. ABO, c'est toi, tu gères le budget. Au début, je te conseille de gérer le budget, il faut que tu aies la main dessus. Pareil, là, on parle de media buyer. C'est avant tout une compétence à part entière et un métier. C'est ça qui est bien avec l'e-commerce. Hein. C'est que là, depuis le début, je vous ai au moins cité 5 métiers et vous allez à chaque fois devoir passer par ces métiers-là pour créer un business à succès. Et quand tu commences 50 € par jour, parce que tu as la limite budgétaire et tu peux pas dépenser plus de 46 € par jour. Donc, tu vas dépenser le max pour que finalement, cette limite, au fur et à mesure, elle devienne de plus en plus grosse, que tu puisses de plus en plus dépenser. Et du coup, plus tu dépenses, plus tu fais d'argent. Let's fucking go. On refait tous ces points-là et on attaque le scaling. Et bien sûr, ça s'est pas passé comme prévu. Bon, là, c'est la dernière slide, mais en gros, je vous la fais courte. Ils ont fait 50 000 depuis, donc c'est cool. Là, c'est le premier mois. On commence à scaler. C'est pas trop un scaling. Hein. Problème méta. Ils se font shadowban pendant 3 semaines. On peut pas utiliser leur compte. Donc finalement, le scaling, c'est un peu cata. On fait une semaine de scaling, ça se passe trop bien. Boum, ça cut finalement notre compte. Quand je vous ai dit que vraiment au début, ils ont fait face à beaucoup de galères, c'est beaucoup de galères. On se fait cut le compte. On continue. L'organique, quand même, nous permet de continuer le business. En mai, on retrouve le compte. On commence à scaler, et là, du coup, bah, forcément, ça commence à aller pas mal, mais on n'arrive pas à trouver de top créa. Et en fait, c'est ça le scaling en ads. Il suffit que tu aies une bonne créa, tu peux passer de 0 à 1 million d'euros de CA. Et genre, vraiment, je mens pas là-dessus, il y a la marque Flacon qui est passée de 0 à 1 million d'euros de CA en l'espace de 1 an, parce que juste, elle avait une seule bonne créa, c'était une UGC, un peu ugly ads, un peu mal faite, mais elle leur a généré plus d'1 million d'euros de CA. Nous, on n'arrive pas à trouver cette putain de top créa. La preuve, regardez le scaling, il est beau parce que forcément, tous les jours, ça augmente, tous les mois. Mais c'est pas tant que ça, quoi. Et pour vous dire, c'est pour ça que cette aventure, c'est encore que le début. On est encore avec Synésie en train de chercher cette putain de top créa. On arrive au fur et à mesure à augmenter les performances parce que là, vous voyez le boom qu'il y a eu entre juin et juillet. C'est le seul mois où on n'a eu aucune galère. Donc là, c'est cool. Mais en août, ils se sont fait pareil, ban leur compte pendant 3 semaines parce qu'ils sont sur la niche de la santé et qu'ils avaient oublié de faire quelque chose. Enfin bref, très galère. Mais globalement, voici un petit peu l'état de santé de Synésie. Taux de conversion 2%, on est plutôt bien. Et voilà un petit peu ce qui s'est passé. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur voilà, ça. Quand on a commencé à scaler, et ça c'est ultra important, j'arrive sur la fin, on avait ces stats-là. C'est-à-dire on avait beaucoup d'ajouts au panier, mais on avait très peu par rapport à l'ajout au panier de taux de conversion. Et bien sûr, aucune top créa, comme je vous ai dit. Donc ça, c'est le focus principal. Par contre, quand tu as ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu améliores ton checkout. Il y a ça, mais en vrai, Bocuse a un checkout très simple, ils arrivent à casser le marché. Donc le problème, c'est pas le checkout. Et eux, ils l'ont pas vu. Le problème, alors c'est quoi juste l'autre screen? Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que ton audience, elle n'est pas assez éduquée. Tu arrives sur un marché qui n'est pas éduqué avec une nouvelle solution. Les gens ne la connaissent pas, ta solution. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir éduquer le marché pour qu'ils commencent à te voir tous les jours, beaucoup, qu'ils te fassent confiance, qu'ils soient éduqués, pour que là, leur éducation crée de la confiance et cette confiance crée justement de l'achat. Les gens ajoutent au panier, mais ils se déchauffent parce que finalement, ils n'ont pas assez de data à disposition. Donc, ce que je leur ai dit de faire, c'est pour passer... Bon, après, ça, c'est l'avant-après, mais vous voyez le truc. Mais même pas, je vous ai dit 8% d'ajout au panier, mais pas du tout. 5% d'ajout au panier et quasiment 2% de paiement. Donc, très peu. Et du coup, ce que je leur ai dit de faire, c'est ta page d'accueil, mais tu fais x2 au niveau du contenu que tu mets dedans. Mets beaucoup plus de contenu, développe ta solution encore plus. Pareil, ta page produit, au mieux qu'elle se finisse au bout de 5 scrolls, fais en sorte que vraiment elle soit très longue, parce que moi, tu mets beaucoup d'infos dans ta page produit. Le fait de mettre beaucoup d'infos, quasi toutes les infos que tu as à disposition, forcément, là, les gens vont être éduqués avant de rentrer les codes de la carte bleue. Donc, c'était juste ce problème d'éducation. Très souvent, quand tu as un bon taux de conversion et un taux de checkout mauvais, il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez d'éduc. Et pareil, dans ton contenu organique, va passer de 1 contenu par jour à 2 contenus par jour, je leur ai dit, parce que le fait que tu sois 2 fois plus présente, tu vas 2 fois plus éduquer les gens. Donc, ils vont arriver 2 fois plus chauds sur ton site, et sur ton site, tu vas tellement plus les éduquer qu'ils vont arriver 4 fois plus chauds sur ton checkout. Et là, ils vont acheter bien plus.
Donc c'est encore une fois une question d'éducation très souvent. Et c'est chiant parce que l'éducation, ça prend du temps, le temps d'éduquer les gens, le temps de leur faire prendre conscience que ta solution est bonne. Mais on est quand même passé de 1,98 à 2,6, ce qui est pas mal. Et comme vous pouvez le voir avec le graphique en bas, on voit qu'on passe de ça, à vraiment ça, et un petit saut. Mais tu l'auras tout le temps de toute façon, ce petit saut. Donc voilà, plutôt cool. Et je pense que voilà, c'est bon les amis sur la présentation de Synésie.